je me dis quand même que je peux avoir une opportunité en F1, ce qui n'est jamais arrivé. J'ai jamais été considéré au final. Ça te fait quoi, toi, de te dire que eux sont là et que toi, ça n'a pas fonctionné? C'est des mecs que j'ai battus. Piastri m'a battu, mais on se battait proche, tu vois. En kart, je faisais devant lui. En F3, j'étais à 3 points. En F2, il a dominé le championnat. Mais si lui, il peut le faire, je sais qu'avec autant d'entraînement et autant d'opportunités, j'aurais peut-être pu le faire, tu vois. J'allais doubler Victor, mais il avait déjà freiné hyper tard. Et en fait, je l'ai pas vu. J'ai pas vu qu'il y avait Biermann devant, parce qu'on était tous en ligne droite. Moi, j'étais focus derrière lui à prendre l'aspiration. Derrière, c'est décalé au dernier moment. Et quand je me suis décalé, j'ai vu qu'il y avait Biermann. Donc là, je me suis dit, ah oui, là, c'est inévitable. Pardon, Biermann, c'est vraiment une erreur. Et bon, bah là, week-end, jeté à la poubelle, quoi. Moi, j'avais envoyé un message à McLaren. J'avais dit, franchement, mon rêve de rouler en IndyCar et tout. Zach Brown m'a appelé. Et là, j'ai dit, ouais, bah, je suis carrément chaud pour venir faire les 2 premières courses, ouais. Enfin, les 2 courses suivantes, quoi. T'as aimé? Salut Théo, comment ça va? Salut, ça va très très bien. Bienvenue à Auto Passion Café. C'est pas la première fois que tu viens, non? Pas la première fois, j'étais déjà venu pour manger et puis j'étais revenu pour faire une interview avec les pistonnés. C'est ça. En 2023, fin 2023 après mon titre de F2, donc je connais bien. J'ai une question pour toi, parce que dernièrement, en fait, ils l'ont reconnu systématiquement. Est-ce que tu reconnais les cartes qui sont au plafond? Tu sais quoi, c'est une très bonne question. J'ai pas assez prêté attention à ces 2 cartes. T'inquiète. Non, je te demande parce que Samy, il est rentré, il m'a dit « Oh !» Et Sandro, il m'a fait la même. Alors, je crois que c'est des cartes. Alors, tu vois, je me souviens même plus moi-même. C'est un truc, tu vois, Bercy, il y a un événement à Bercy. Ah oui, ok. Voilà, c'est ça. Ah oui, c'est les. Donc, je demande maintenant, c'est ça. De la course, de l'époque, bien sûr, très connu. Le Paris-Bercy en karting, on voit les vidéos d'Hamilton et tout. C'est ça. Ok. Donc, je demande à chaque fois parce que souvent, on a mes invités rentrent sont oh, tu vois. Bon, là, celui-là, c'est vrai, maintenant, je viens d'y penser, c'est un kart électrique, ouais. Il le faisait en électrique à la fin. Exactement. Voilà, c'est ça. Mais bon, ils sont au-dessus de la tête et c'est pas, pas toujours évident de les voir. Est-ce que tu te souviens qu'on s'était croisés en 2022 ou pas? Au Castellet. Grand Prix de France, bien sûr. Ah, mais j'ai une bonne mémoire, attends, quand même. Non, parce que je me demandais à l'époque, j'étais pas sûr, j'avais moins de visibilité, on va dire, donc c'est pour ça que je me posais la question. Donc j'allais dire, on s'est déjà croisés vite fait parce que t'étais sur le Grand Prix en F2. T'as combien de saison en 2022? C'était la première? Deuxième saison. Deuxième saison. C'est ça. Tu te souviens de ton résultat ou pas ce week-end-là? Et oui, je me souviens de mon résultat. En qualif, il me semble que j'avais fait 5e, si je ne me trompe pas. Ouais. Et ensuite, course 1, donc course sprint inversée, j'avais fait 3e. Et ensuite, j'ai pris une pénalité de 5 secondes sur un dépassement un peu musclé sur Marcus Armstrong. Un peu déçu du coup. Et le lendemain, pareil, je repars 5e, très bon départ. Bonne stratégie et je fais 2e. Oui, c'est ça. Okay. Voilà. Je me souviens, il faisait tellement chaud. Il faisait très chaud. C'était abusé. Et c'était le dernier Grand Prix de France. Exactement. Mais franchement, un super souvenir. Parce que le Grand Prix de France, je pense qu'il manque quand même pas mal au calendrier. Malgré le fait que ce soit un circuit discutable, moi c'est mon circuit à la maison avec Monaco, voilà, j'habite entre les deux, mais j'adore le Castellet, mais c'est vrai que c'est pas forcément le plus plaisant, le plus. Tu veux dire beau. En termes de pour le pilotage ou? Moi pour le pilotage je l'aime bien, ça va, c'est pas mon préféré, mais l'endroit est beau quand même, les installations sont superbes, c'est vrai que l'accès est pas top. Mais c'est quand même un top, c'est un circuit à avoir au calendrier, je pense. Et puis la France c'est quand même un grand pays, donc le public était vraiment fou, c'est une folie, une ambiance qu'on retrouve rarement sur d'autres circuits. Donc malheureusement je pense que ça manque, c'est sûr. Ouais, moi j'avoue, pour la première fois là j'ai piloté sur le Paul Ricard. C'est vrai qu'il est magnifique le circuit, franchement. En fait moi je le trouve magnifique visuellement, bien sûr, mais c'est vrai que ça manque peut-être un petit peu de relief, tu vois. C'est ça, c'est un circuit de base, un circuit qui était fait un peu pour les tests. C'est vrai que pour les tests c'est top parce qu'on peut vraiment c'est un circuit où il y a des virages rapides, des grosses zones de freinage quand même, et puis des longues lignes droites aussi, plusieurs types de circuits possibles. Ça c'est bien pour l'endurance, du coup on y retourne assez souvent. C'est vrai qu'en ELMS on a fait la version F1 et le lundi et mardi d'après la course on a fait la version endurance sans la chicane, donc avec une énorme ligne droite. Donc c'est vraiment sympa. Le Castellet, tu peux vraiment tout tester, quoi. Tu prends combien sans la chicane? Sans la chicane, avec le kit Le Mans sur la LMP2, on était autour des 300,
10, 15, je pense, en bout. Wow, Donc c'est quand même. Le virage rapide, il impressionne un peu. J'avoue, au bout là. Ouais, Wow. c'est chaud. Ouais. C'est chaud. Avant d'aller plus loin, Théo, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Bien sûr. Ben, je m'appelle Théo Pourchère, j'ai 21 ans. Et voilà, j'ai fait beaucoup de sport automobile. J'essaie de penser à tout. C'est vrai que t'es jeune. Enfin, Mais oui. t'es de quelle année? 2004? 2003. 2003. Je vais avoir 22 ans en août. Et Ouais, donc, c'est ça. en fait, c'est vrai que je suis assez jeune, mais Ouais. j'ai beaucoup d'expérience malgré tout. J'ai fait beaucoup de catégories. Bon, je suis champion de Formule 2, je pense Ouais. que c'est le plus gros titre. Ouais. Champion de Formule 4 allemande, vice-champion de Formule 3, derrière Oscar, d'ailleurs, Piastri. Donc, j'ai eu une belle carrière avec beaucoup de championnats. J'ai fait des top championnats. J'ai fait un peu d'IndyCar, une course de Super Formula, des essais en Formule E, en Formule 1, en hypercar. Au final, j'ai essayé énormément de voitures. Je pense que c'est une chance énorme de mon côté, puisque déjà, je suis un fan de sport auto et c'est un plaisir de pouvoir tout essayer. Ouais. Et puis ça permet d'avoir beaucoup plus d'expérience que certains pilotes qui ont le même âge que moi. C'est vrai que là, on oublie que t'as 21 ans en fait. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Parce que t'es arrivé, c'est vrai que tu arrives, on va en parler du parcours, mais t'es arrivé super jeune, c'est vrai déjà. Sur ton parcours, même F3, F2, t'es déjà hyper jeune. T'as quel âge quand t'arrives en F3? Quand j'arrive en F3, j'ai 16 ans. C'est ça, 16 ans, 16 ans et demi, et je vais sur mes 17 ans en fait. Donc je gagne ma première course de F3 à 16 ans et quelques jours. Ça s'appelait le Grand Prix de Styrie, donc c'était le deuxième week-end du Grand Prix. Quelle année? 2020. C'est ça, c'était mon Covid. Voilà, exactement. Ouais. L'année Covid où du coup on a fait 9 courses quasiment d'affilée en fait. On avait c'était 3 fois 3 courses il me semble, donc 3 fois 3 triple headers, donc c'était vraiment intense, mais c'était vraiment top au final, parce qu'on a pu reprendre notre sport après la longue pause du Covid. Et puis moi c'était mon arrivée en F3, j'avais beaucoup à apprendre, mais j'ai appris assez vite, et puis j'ai gagné rapidement. Ouais, parce que j'allais te demander, je sais qu'en F4 déjà t'étais jeune. Ouais, F4, et je suis arrivé en F4, j'avais 14 ans, c'est ça, 14 ans en F4 française. C'est le seul championnat qui me permettait d'arriver en F4 aussi jeune. Et c'était voulu parce que déjà c'était une question de budget. C'est vrai que le karting ça coûtait assez cher. Moi, mon père, il a fait tous les efforts possibles, ma famille, pour trouver aussi de l'aide, que ce soit avec la Fédé, les sponsors, tout ça, mais ils ont essayé de m'aider, ma famille un maximum, et je pense que c'était la solution la plus intelligente à prendre à ce moment-là, d'aller en monoplace et de commencer à prendre de l'expérience en monoplace et de ne pas refinancer une saison de karting. Donc je suis arrivé très jeune. La F4 française, tu roulais toi avec Adrien David? J'ai roulé juste avant, il me semble. Juste avant. Ah ouais, avant. Il me semble. Parce que lui, je crois que c'est le plus jeune champion qu'ils aient eu dans le championnat. T'as roulé avant lui, donc avant qu'il arrive. J'ai roulé avant lui. Moi, j'ai roulé. Le champion, c'était Caio Collet, pilote brésilien qui a fait de la Formule 3, qui est en Indy Next actuellement. J'ai roulé avec Hugo de Wild. Et moi, j'ai fait 3e du championnat et champion junior. Voilà, donc c'est des bons souvenirs, la F4. Ouais, et puis c'est un beau tremblant. Ouais. Mais si on revient un petit peu plus en arrière, comment tu commences? Alors moi, je commence à l'âge de 3 ans en karting, vraiment très très jeune. Pas juste parce que mon père il m'a fait essayer. Lui, c'est un passionné de rallye de base, un passionné de sport automobile, mais plus de rallye. Pas du tout un pilote, il a jamais eu, il a eu des voitures de sport, de rallye, plus des, tu vois, Subaru. Moi actuellement j'ai une Toyota Yaris GR, mais il aime bien la conduire aussi, tu vois, donc il aime bien le rallye, mais il a jamais été pilote, jamais travaillé dans ce milieu. Il m'a fait essayer comme ça, mais juste pour à 3 ans. À 3 ans, c'est très jeune. Je pense pas que ma mère était très contente à ce moment-là, mais ouais, non, c'est ultra jeune. Et puis en fait le kart allait tellement lentement au début. J'ai des vidéos chez moi, j'ai les personnes qui s'occupaient du circuit, leur fils en fait m'aidait à apprendre le kart. Il y avait une corde accrochée au kart derrière, et il courait derrière le kart et il tenait la corde pour pas que je fasse d'erreur, que j'apprenne tranquillement. Pour t'empêcher d'aller trop vite. Exactement. Et puis pour faire attention à ce que j'aille pas dans les pneus ou quoi. Mais ouais, c'est des super bons souvenirs. C'est bien que j'ai les vidéos comme ça, les photos, pour m'en rappeler, parce que c'est quand même il y a un petit bout de temps. Et c'est beau d'avoir commencé comme ça. Je vois à 3 ans. Tu sais que j'ai vu des vidéos de petits qui font de la moto à 3 ans aussi. Je me dis, mais les gars. Ouais, c'est ouf, c'est trop bien. Bien sûr. Parce que c'est des passionnés qui font ça, qui font faire ça à leurs enfants. Je trouve ça incroyable. Bien sûr. Je me dis, j'aurais jamais mis un coach à la base. Ça fait peur, c'est ça. Ouais, et puis
mais c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Alonso, je crois, il commence à 3 ans aussi, à son époque, tu vois. Donc, ouais, mais. Donc, tu commences comme ça. Je commence comme ça, sur un circuit qui est tout près de chez moi, une vingtaine de minutes. Et puis au final, ça commence avec, quand il n'y avait pas école, hein, les mercredis ou le week-end. Et puis ensuite, ça commence à... Voilà, plus je grandis, on passe en mini-kart, les compétitions régionales. Bon, en fait, au début, c'est vrai que je commence, j'apprends. Je me rappelle ma toute première course de kart était au Castellet, si je ne me trompe pas. Au pire, mon père me corrigera s'il regarde la vidéo. Mais non, mais je crois que c'était au Castellet de nuit sous la pluie. Alors là, c'était quand même un événement assez particulier. À 3 ans, au Castellet de nuit. Non, mais j'étais pas beaucoup plus vieux. Je pense que j'avais 6 ans et demi, si je ne me trompe pas. C'était en mini-kart et j'avais une dérogation, j'avais le droit de faire la course. Mais c'était un championnat régional, PACA, donc ça allait. Et j'avais pris un tour. J'avais fait beaucoup de tête à queue, j'arrivais pas sous la pluie, c'était ma première fois sous la pluie en kart et en fait j'avais 0 expérience. Et au final, c'est un bon souvenir parce que je m'en rappelle et j'ai tellement appris de ça, j'étais déçu déjà, alors que j'avais rien à jouer. Hein, et puis moi, c'était vraiment pour m'amuser. Hein, mon père m'avait mis là vraiment juste pour faire ma première course. Et puis c'était un très bon souvenir. Voilà, je m'en rappelle. Et j'ai tellement appris de ça. Et puis en fait, après, on a refait des courses et là, ça a commencé à marcher. Et je me suis jamais arrêté. Et ton père, il kiffait? Et mon père, ouais, il kiffait parce que lui, en plus, il faisait mécano. Donc, tu vois. Mais du coup, il a appris? Il aimait bien déjà la mécanique, tout ça. Alors, pas du tout, il n'est pas du tout mécano non plus, mais il adorait s'occuper de moi en kart, faire la mécanique, m'emmener sur les courses. Au début, ça allait, ça prenait pas beaucoup de temps. Après, quand ça a commencé à prendre pas mal de temps, on a commencé à avoir plus une équipe autour de nous, un vrai mécanicien dédié quand même. Mais ouais, il aimait ça, il prenait le temps et on allait tous les deux sur les courses. Ok, et après ça, tu as fait F4 du coup française. Comment ça se fait après la F4? C'est quoi la suite? Alors, j'ai fait 2 années de F4. Ouais. J'ai fait la F4 française et la F4 allemande. Pourquoi être allé en Allemagne déjà? C'est parce qu'à cette époque-là, il y avait un gros gap entre les deux voitures. La F4 française allait quand même nettement moins vite que la F4 allemande. Et aussi, la F4 française, c'est leur gros point positif, mais c'est aussi la différence par rapport aux autres catégories, c'est que c'est une académie et il n'y a pas d'équipe. Donc tout le monde a les mêmes voitures, les mêmes ingénieurs, c'est des mécaniciens apprentis. Ouais, c'est ça ce que je veux dire. Ouais. Voilà, donc, mais c'est très bien. Et puis équitable. Exactement. Et puis c'est surtout un très faible budget par rapport aux autres saisons de championnat de Formule 4. La F4 allemande, c'est quand même nettement plus cher financièrement. Et on peut pas. Voilà, les pilotes qui commencent par ça, c'est vrai qu'ils ont un avantage, bien sûr, parce que financièrement, ils peuvent se le payer, que ce soit par une académie ou de leur famille. Mais la F4 française, ça laisse beaucoup plus d'opportunités. Moi, à mon époque, en plus, il y avait le volant Winfield. Maintenant, je sais qu'il y a le volant Feed Racing, mais c'est vrai que le volant Winfield, j'avais gagné le trophée Winfield parce que j'étais trop jeune encore pour participer au volant, mais j'avais gagné une bourse qui m'avait permis de participer à la F4 française. Donc, et donc après ces 2 championnats où j'ai fait 3e en France et vainqueur en Allemagne, je suis passé en Formule 3 chez Art Grand Prix. Ok. Et en Allemagne, parce que du coup, je crois savoir qu'en F4 française, quand tu gagnes, pas un prize money, mais je veux dire on t'accompagne, je crois. Ouais. Je me souviens plus du montant, 100 000, non, un truc comme ça. Je sais plus. Ça va varier en fonction des années. Maintenant, ça a dû changer. Mais on donne un prize money, pour aller en Formule régionale. Donc c'est un backing pour continuer. Exactement. Donc toi, tu pars en F4 allemande, et là, le financement, c'est pas le même, j'imagine. Tu dois trouver l'argent. C'est un gros risque. Beaucoup d'efforts de la part de ma famille, de quelques sponsors personnels. Mais je savais que c'était une année cruciale, que c'était un championnat extrêmement regardé. On avait déjà à l'époque, donc je roulais chez US Racing by Charouz, qui était l'équipe de Ralf Schumacher et Gerhard Wungart. Donc c'était un ingénieur très connu en Allemagne. Et donc on était Sauber Junior Team déjà à l'époque. Il y avait une association entre cette équipe qui était Charouz et Sauber. Donc on était regardé par l'équipe de F1 et je savais que c'était important. Je me battais face à Dennis Hauger, face à des pilotes qui allaient très vite en karting que je connaissais très bien, Aaron notamment, Stanek, il y avait Arthur Leclerc, il y en avait beaucoup. Et voilà, je savais que performer, gagner, ça pouvait m'ouvrir des opportunités. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce qui s'est passé. Après, j'ai intégré la Sauber Academy, qui m'a permis de continuer en F3. Comment ça se passe, ça, ton intégration à la Sauber Academy? En fait, c'est vrai que ça a été
très fortement facilité par le fait que Fred Vasseur était à la tête de l'équipe. Moi, j'avais pas forcément de lien avec Fred, mais voilà, il était français, on commençait à se côtoyer. Puis, c'est vrai que je l'avais rencontré une première fois au Grand Prix de France 2019 au Castellet. J'étais allé le voir dans l'hospitalité et ouais, ça s'est bien passé. Et puis, c'est vrai que c'est lui qui m'a fait intégrer la Sauber Academy. Donc, pour moi, c'était l'idéal parce que je savais que ça allait être une énorme aide financière et aussi technique, hyper importante. Je savais que d'intégrer une équipe de F1, c'était primordial. Il prenait une partie du budget, comme le fait Red Bull ou comme le fait Mercedes ou comme le font les académies pour toi, après. Ouais, bien sûr. Alors, ils m'ont énormément aidé, notamment en Formule 2. J'ai aussi eu beaucoup d'aide de la Fédération française, beaucoup d'aide de sponsors personnels. Donc oui, Sauber m'a aidé, ça c'est une certitude, notamment Formule 3, Formule 2. Tu penses tu aurais réussi à mettre tout ensemble pour pouvoir faire une saison financièrement sans Sauber ou c'est chaud? Parce qu'ils prennent quoi, 50%? Ouais, ils prennent, au début, ils prenaient 50%. Ouais. Après, j'ai carrément été financé entièrement pour ma dernière saison de Formule 2. Okay. Donc ça a été vraiment hyper important. Je pense que c'est vrai que la dernière saison de Formule 2, j'étais pas forcément sûr de la refaire jusqu'à vraiment la fin du championnat 2022. J'étais déjà en discussion peut-être pour aller en Super Formula ou faire d'autres championnats, mais en fait, Sauber a voulu continuer avec moi. Et donc moi j'ai dit oui, pourquoi pas retenter, je sais que le titre je pouvais le gagner, et donc ils avaient financé à ce moment-là 100%. Tu te lances en F3, ça se passe bien? Ouais, plutôt bien, proche de très très bien même. Ouais. Mais ça se passe très bien même, je pense. Quand je repense au championnat, la première course, c'est vrai que j'avais beaucoup de mal, ce qui est normal. J'étais rookie, j'étais passé de la F4 à la F3. On n'était que 2 à faire ça, il y avait Auger et moi. Ouais. Auger qui a fini assez loin au championnat, moi qui finis vice-champion. Mais à la première course, je me rappelle, Piastri avait gagné la course longue. Et je regardais l'écart de points entre moi et Piastri, j'avais marqué 0 points le premier week-end de course, et il y avait une 30 ou 31 points d'écart. Et en fait, cet écart, il m'avait un peu marqué, surtout quand j'ai regardé le classement final du championnat, où je finis qu'à 3 points de lui. Et là, je m'étais dit, c'est dommage, c'est dommage. Mais c'est comme ça, je ne pouvais pas l'éviter, et j'étais en manque d'expérience, il fallait que j'apprenne. Donc, c'est vrai que tu as avec Piastri tout le temps, en fait, toi. Ouais, alors, on va dire que je l'ai rejoint. Alors, c'est vrai qu'il a quand même 3 ans de plus que moi, Oscar. Ouais. Mais on roulait déjà en kart ensemble. Ouais. Je me rappelle, en 2016, en catégorie junior, on a fait pas mal de courses ensemble. J'ai des anecdotes avec lui au championnat d'Allemagne de kart, qui était un championnat aussi top, où quasiment tous les meilleurs pilotes européens et mondiaux allaient faire ce championnat pour prendre de l'expérience sur les circuits. Et une course sur le circuit de Genk, c'est une bonne anecdote avec lui. Dans le dernier tour, je suis 4e, il est 3e. Et c'est une course importante, mais c'est pas un championnat d'Europe, pas un championnat du monde. Et je me rappelle vouloir absolument finir devant lui, vouloir faire mon podium. Et je l'ai poussé, on avait les pare-chocs à l'époque, c'est toujours comme ça en kart, qui tombent, et on prend une pénalité si on a poussé quelqu'un, parce que voilà, il se défait du châssis. Ouais. Sauf que moi, j'avais réussi à le pousser comme il fallait, on va dire, le doubler et finir 3e. Et je me rappelle qu'il était très énervé après la course, mais c'est des bons souvenirs, je pense qu'il s'en rappelle aussi. Il y avait son père, j'avais discuté un peu avec son père, il était énervé aussi. Mais voilà, oui, Oscar, je le connais depuis très longtemps, on se connaît depuis le karting. On a fait la F3 ensemble, la première année de F2, et après il est monté en F1 en 2023. Lui, il était champion back-à-back, du coup. C'est ça. Tu penses quoi de ce qu'il fait là? Je pense que c'est top, hein. Je pense que c'est en tête du championnat. Ouais, c'est moins qu'on puisse dire. Ah ouais, non, ça c'est sûr. C'est moins qu'on puisse dire. C'est sûr. Non, mais c'est. En fait, je le trouve personnellement, bon, tu sais, il y avait, je sais pas toi comment tu le voyais ce mec-là à l'époque. Je t'ai entendu dire que tu le battais dans une voiture équivalente. Non, mais parce qu'en fait, on se connaît tellement et on a tellement roulé ensemble. Et je le connais tellement bien, mais voilà, il a tout gagné sur son passage. Donc, non, c'est là ce qu'il fait actuellement en F1. En fait, au final, ça me surprend pas tellement. Parce que il a toujours gagné. Donc, et c'est quelqu'un d'hyper calme. Ça, c'est un truc de fou. Ouais, c'est moins qu'on puisse dire aussi. Ah ouais, tu sais qu'il est impressionnant. Même, c'est marrant comme question ça. Toi, quand tu le vois lui,
gagner là en ce moment en F1. Il est en tête du championnat du monde, il est hyper calme. Ouais. Et il gagne, tu vois, il n'y a pas d'effusion. Bon, j'imagine que c'est sa personnalité. Tu penses que toi, ça aurait été plus exubérant, par exemple, dans la célébration? Ouais, clairement. Je me souviens de toi en F2, ça l'était. Je pense. Alors, pourtant, je reste quelqu'un d'assez réservé en général et assez calme, je dirais, dans la vie de tous les jours. Mais dans le sport automobile, avec les émotions, j'aime bien vivre à 100% les courses, on va dire. Et c'est vrai qu'Oscar, il est très calme, et c'est sa force actuelle. Et il a besoin de ça actuellement. Peut-être dans un cas de figure différent, dans 2-3 courses, je ne sais pas ce qui peut se passer, mais avec notamment quelqu'un comme Max Verstappen, bon, il ne se bat pas directement avec lui parce qu'il y a quand même un petit écart maintenant au niveau des points, mais ça peut toujours arriver, on ne sait pas ce qui peut se passer, le championnat est encore long. Lui qui est très agressif, très dans les émotions, ça peut peut-être le gêner à un moment, et peut-être qu'Oscar va devoir un peu se montrer aussi plus agressif ou plus voilà. Mais bon, pour le moment c'est parfait ce qu'il fait, il n'a rien à changer, et s'il continue comme ça, je sais que personne va pouvoir aller chercher. Tu penses? C'est pas Norris? Quand je veux dire, avec la meilleure voiture, calme comme ça, fait jamais une erreur en qualif, il fait jamais de grosses erreurs sur un premier tour de course. Il est juste clinique. Le step-up entre l'an dernier et cette année, il est ouf. Je sais pas, tu vois, parce qu'il avait du mal un peu sur les pneus l'année dernière, il avait du mal aussi en qualif. Comment tu penses que c'est quoi qu'il a changé dans l'approche? Je pense que c'est la voiture, peut-être. C'est sûr que la voiture, le fait qu'elle soit top dès le début, ça aide. Et il le savait, je pense. Il savait qu'il allait avoir une voiture top dès le début. Il avait fait pas mal d'interviews. Il disait que voilà, il allait avoir la voiture pour être champion du monde. Et c'est très dur de dire ça parce que il se met quand même une pression sur les épaules. Après, il a raison, je veux dire, c'est pas, s'il faut, c'est la seule fois de sa carrière qu'il va avoir une telle voiture. Elle n'est pas surdominante, mais elle est première. Donc ça suffit pour lui juste de faire ce qu'il a à faire en essai libre, construire ses week-ends, faire le tour parfait en qualif, et à la fin en course, une fois qu'il est devant, il fait pas d'erreur. Piastri, c'est pas quelqu'un qui va bloquer la roue parce qu'il a Verstappen dans ses rétros. Il fait pas d'erreur comme ça. Il est glacial un peu, tu vois. C'est ça, ouais. C'est ça, il est très glacial. Il transmet pas d'émotions très particulières. Enfin, je veux dire, parfois on peut comparer Norris. Un peu plus. Dans les deux sens. Exactement, dans les deux sens. Verstappen, parfois, on le sait très bien comment il est. On l'a vu au Grand Prix de Barcelone. C'est parfois beaucoup trop. Moi, j'avoue, j'aime bien. Moi, j'adore. Je veux dire, comment ne pas l'aimer? C'est tellement un personnage pour la F1. Exactement. 4 fois champion du monde. Il est exceptionnel. Je pense que ce qu'il fait avec la voiture qu'il a, ça reste top. On voit, c'est quand même hyper compliqué pour ses coéquipiers à chaque fois. Et donc, je peux comprendre le fait qu'en plus, ça l'énerve encore plus. Et on voit encore plus ses émotions. Il a envie de tout donner. Il rentre dans Russell. Ça... après, je veux dire, c'est le sport de haut niveau. Et puis, c'est la F1. À la fin, Russell, il aime bien aussi toucher Verstappen. Verstappen aime bien toucher Russell. Et Leclerc aussi. Je pense que les gens, ils aiment voir ça aussi. On ne veut pas avoir des courses trop plates. Sans spectacle. Il y a beaucoup de critiques sur lui, mais s'il n'était pas là, ça serait pas la même histoire. L'histoire de la Formule 1 serait pas la même, tu vois. Bien sûr. Non, moi, storytelling d'une saison, tu vois. Exactement. Je pense que là, aujourd'hui, s'il y avait que les deux McLaren qui se battaient pour le titre, on aurait. Ça, ce serait un peu compliqué. Après, c'est un peu le cas, malheureusement, mais il est là pour gagner des courses quand même. Et tout dépend du développement en courte saison. En fait, la F1, c'est surtout ça. Faut attendre encore vraiment la trêve estivale et voir à quel point les écarts, tout ça au championnat. Mais je pense qu'il peut se battre. Il peut se battre au moins pour aller chercher une deuxième place de vice-champion. C'est bien, c'est lui. Ouais. Voilà, c'est ça. Il va vraiment dans les derniers retranchements et il va vraiment pousser les autres à bout. Donc c'est sympa à voir aussi parfois, quoi. Alors, en espérant que Ferrari ça marche aussi, parce que ça les fans ils aiment bien, tu vois. Bien sûr. Moi j'aime bien Ferrari aussi, je vais pas me le cacher, j'aime bien Ferrari. On aime bien Lewis, on aime bien tout le monde. Lewis, je m'attendais bien sûr à ce qu'il soit plus performant. Malheureusement, c'est vrai que la voiture fait aussi beaucoup en F1, donc on peut pas le critiquer. C'est vrai qu'il est derrière Leclerc un peu de temps en temps, mais... tu sens qu'il galère un peu, mais bon, on verra surtout l'année prochaine, je pense. Bien sûr. Pour revenir à toi, t'es quand même très jeune, on en parlait tout à l'heure, quand t'es en F3, F2, tu penses que
tu penses que ça a pu impacter ta maturité ou quoi, ou tu penses que ça n'a rien changé? Oui, c'est sûr que j'ai manqué un peu d'expérience à certains moments. Ça m'a fait aussi grandir d'une bonne manière, d'être très jeune face à des pilotes expérimentés dans des championnats très regardés. J'ai appris beaucoup plus vite aussi, ça c'est une certitude. Est-ce que j'aurais pu gagner en attendant peut-être un an de plus en F3, peut-être en faisant de la formule régionale entre la F4 et la F3 Après, voilà, je vais pas refaire l'histoire. Ça sert à rien, mais... C'est ça. Mais honnêtement, oui, c'est fort probable. Mais j'ai pas de regrets sur ça parce que comme j'ai dit, en Formule 2, je suis arrivé très jeune, mais dès le deuxième week-end à Monaco, au final, je fais la pole position, je gagne, je deviens le plus jeune vainqueur de courses longues, le plus jeune poleman. Donc, non, c'est des bons souvenirs. J'ai quand même marqué les esprits. Et puis, j'ai toujours fait des bons résultats. C'est pas comme si j'avais vraiment manqué le coche sur des championnats. Voilà, c'est sûr, j'aurais préféré tout gagner. Mais j'étais toujours dans le top 5 minimum, donc c'est déjà ça, quoi. C'est dur la F3 et la F2. Enfin, c'est réputé pour être des championnats quand même compliqués, c'est hyper compétitif. Alors, on parle de la FRECA aussi pas mal, qui est vraiment dur. C'était lequel le plus dur pour toi? Pour moi, le plus dur, je dirais que c'était la F2 probablement. La F3, ça reste ok, ça reste assez bon, pas simple, je vais pas dire simple, mais le fait qu'il n'y ait pas d'arrêt au stand, pas de types de gommes différents sur les week-ends, ça reste un peu une grosse F4 en fait, avec le DRS, et ça fait toujours des courses top. Si tu as le rythme, en fait, tu peux doubler, donc ça c'est super sympa. La F2, c'est quand même très basé sur la qualif aussi, donc tu rates ta qualif, le week-end il est quand même très compliqué, et puis avec un pilote rookie on peut pas se permettre de faire des stratégies folles parce que la gestion des pneus elle est pas au top, les arrêts au stand ils sont pas au top, les outlaps avec les pneus froids c'est compliqué, donc c'est un championnat quand même compliqué la F2. Les départs sont compliqués aussi, c'est une voiture qui est très puissante, et les départs pour quelques raisons sont assez compliqués, donc c'est pas un championnat simple. Mais ça prépare bien, je pense, à la Formule 1. Oui, bien sûr. Le seul point faible, je dirais, de la F2, c'est que la voiture n'est pas assez proche en termes de performance dans les virages par rapport à une F1. J'ai connu des voitures comme la Super Formula, qui est vraiment top, proche d'une F1 dans les virages, très très proche. Peut-être qu'un step entre la Super Formula et la F2 est possible en termes d'aéro, de poids, peut-être même direction assistée. C'est vrai que bon, ça, à la rigueur on peut s'habituer en F1, mais quand on fait le step F1 F2, il y a une dizaine de secondes d'écart au temps autour. On saute dans la F1, il y a une direction assistée, les freins c'est incroyable, on passe à fond dans les virages rapides. Dans F2 on est obligé de lâcher, enfin, c'est vraiment un monde différent. Donc je dirais la performance de la voiture pourrait être un petit peu mieux. Sinon le championnat en lui-même, la taille des courses, le format des week-ends avec qu'une seule séance d'essai libre, ça permet de montrer les pilotes qui sont capables de se mettre dans le bain rapidement, ce qui est important en F1, donc globalement c'est bien. Et tu parlais de rookie tout à l'heure, tu penses que gagner le championnat de F2 en tant que rookie, ou même de F3, ça veut vraiment dire quelque chose? Pour moi, oui, c'est sûr que c'est des performances quand même très solides. Après, c'est compliqué de comparer à 100% les pilotes. Pour moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal de différences dans les équipes. C'est ça. Alors, c'est vrai que les gens se disent ils ont tous les mêmes voitures, c'est que le meilleur pilote qui gagne. Mais il y a quand même des différences dans les équipes. Et moi, par exemple, mon année de F2 que je gagne chez Art Grand Prix, voilà, il y a 4 équipes maximum qui peuvent jouer le titre. C'est Art Grand Prix, Prema qui vraiment était la meilleure équipe et qui a depuis la nouvelle voiture de F2 a des difficultés, mais avant ça dominait vraiment. C'était à l'époque Invicta, enfin Virtuosi ça s'appelait, avec Jack Doohan. Enfin voilà, ces 3 équipes globalement c'était celles qui jouaient le titre. Si t'étais pas dans ces équipes là, c'est compliqué quand même. En F3 pareil. En F3, moi quand je fais vice-champion, Prema c'est vraiment l'équipe à battre, surtout avec l'ancienne F3 où ils faisaient régulièrement premier, deuxième, troisième. Piastri était avec Prema. Voilà, Piastri était avec Prema, il y avait Logan Sargent avec Prema, et en qualif à chaque fois on avait du mal. Et la qualif c'est vraiment la performance pure de la voiture et du pilote. On galérait un petit peu, en course on était mieux, mais bon. Mais qu'est-ce qui fait la différence alors si toutes les voitures sont les mêmes et le moteur est le même? C'est quoi la différence? C'est les ingénieurs? C'est quoi? Je pense que les ingénieurs, le fait qu'il y ait plus de ressources dans ces
grosses équipes, Ouais. ils arrivent à faire plus de simulations, plus de séances de simulateurs, développer des setups, être à la recherche plus de où est le potentiel dans ces réglages de la voiture et de maximiser ça. Parce qu'au final, si tu maximises une voiture comme ça, voilà, en fait, c'est des écarts très serrés par rapport à la Formule 1. Bien sûr. Donc, c'est vrai qu'on parle, je dis, il y a des meilleures équipes, mais des meilleures équipes de 2 dixièmes. 2 dixièmes au tour en F2 ou F3, c'est peut-être plus de 5 places, quoi, quasiment 7-8 places. Donc, en F1, 2 dixièmes, c'est peut-être juste ton coéquipier. Bon, Barcelone, c'était très serré, c'est peut-être un mauvais exemple, mais la plupart du temps, 2 dixièmes en F1, ça passe, quoi. Ouais. Toi, tu es champion 2023. C'était l'objectif, vraiment, j'imagine. Ouais, bien sûr. T'es comment quand t'es champion? Qu'est-ce que tu te dis? J'étais super heureux, gros soulagement. Parce que c'était l'objectif de refaire cette 3e saison de F2, de gagner. Super, super content. C'était pas une saison simple. Honnêtement, j'ai maximisé vraiment tout ce que j'avais. J'ai pas fait de grosses erreurs. Il y en a forcément dans une saison. Tout le monde fait ses hauts et ses bas, mais globalement, c'était une saison solide, très souvent dans le top 3 en qualif. Quasiment tout le début de saison, des podiums en course longue tout le temps. Donc, t'as fait une saison Prost un peu. Ouais, c'est ça. Une saison de champion, j'ai envie de dire, parce que voilà, il faut être constant. C'est quand même la base. Je l'ai appris en fait en 2022. Il y avait 0 constance aussi parce que j'ai eu des soucis mécaniques et plus des erreurs de moi. Mais voilà, quand tu n'as pas le momentum, comme on dit, en fait, ça se passe pas comme tu veux. Tu gagnes une course, le week-end d'après, t'es 20e. C'est pas ça. Être champion, c'est être tout le temps là et montrer que t'es régulier, peu importe la piste, les conditions météorologiques. Tu passes de Monaco où tu fais P2 à Barcelone où tu refais P2. Tu vois, enfin, c'est ça qui est intéressant. Le reste, gagner c'est cool. Mais faire 2e du championnat, c'est moins bien. La saison 2023 de F2, elle était incroyable pour les spectateurs. Ouais, c'est sûr. Genre vraiment. Il y a eu plein de vainqueurs, de l'extérieur, c'était fou. Ouais, bien sûr. De l'intérieur aussi. Franchement, vraiment une compétitivité incroyable. Et ça, j'ai adoré parce que sur toutes les courses, c'était des bagarres, c'était serré entre beaucoup de pilotes. Même dans les équipes, il y avait des belles line-up de pilotes et du coup, ça se battait dans les équipes. Ouais, c'est vrai. Honnêtement, je pense que c'était une saison intéressante. Donc, c'était hyper bien. Ouais, c'est sûr. Il y avait même des petits accrochages de temps en temps. Ouais, bien sûr. C'est ça. Je me souviens de Jeddah, putain. Ah non, celui-là, non. Celui-là, il a fait mal. Celui-là, il a fait très très mal. Mais et franchement. C'est ces moments-là où je reviens donc on vient de faire Bahreïn. En plus, tu fais la pole de ouf à Bahreïn. 7 dixièmes. C'est ça, 7 dixièmes. Je gagne la course avec 20 secondes d'avance. Donc j'ai dominé le week-end de Bahreïn. On va à Jeddah. Qualif, je me suis raté un peu, mais je fais 3e. Et là, je pars en course sprint. Je sais que j'ai un bon rythme. De l'erreur que j'ai fait en qualif, je sais que je peux l'éviter et aller vite. Et je remonte. Je fais des dépassements à la limite, mais là, c'est la surconfiance qui s'installe et en fait, tu le vois pas arriver quand t'es pilote, ça, la surconfiance. Ah ouais. Ça, c'est s'il y en a qui regardent la vidéo et qui veulent un conseil important, la surconfiance, faut vraiment faire attention. Elle arrive vraiment. Mais je pense que ça, c'est dans la vie. Eh bien, bien sûr. Et ça, mais de toute façon, le sport et la vie de tous les jours, ça se ressemble énormément. Et voilà, j'avais pris vraiment un excès de confiance. Et en fait, j'étais aidé à Victor et j'allais doubler Victor, mais il avait déjà freiné hyper tard. Et moi, je me suis dit, mais je suis trop sur les freins, je suis trop confiant. Il peut pas m'arrêter. Je vais en faire 2. Je vais en faire 2. Et en fait, je l'ai pas vu. J'ai pas vu qu'il y avait Biermann devant, parce qu'on était tous en ligne droite et on voit pas la voiture devant soi, enfin la voiture devant Victor qu'il y avait. Donc moi, j'étais focus derrière lui à prendre l'aspiration. Derrière, c'est décalé au dernier moment. Et quand je me suis décalé, j'ai vu qu'il y avait Biermann. Donc là, je me suis dit, ah oui, là c'est inévitable. Avant de faire l'accident, je me suis dit, Pardon, Biermann, c'est vraiment une erreur. Et là, week-end, jeté à la poubelle, quoi. Lui, ça lui est tombé dessus. Mais vous êtes parlé après ou? Ouais. Après, on est allé chez le commissaire ensemble. Il était énervé, hein, je peux comprendre. Mais ça allait, honnêtement, on s'est bien entendu. Et juste, c'est sûr qu'il essayait de pousser pour que j'ai une grosse pénalité parce que au championnat, c'est souvent comme ça chez les commissaires. C'est souvent comme ça chez les commissaires. Okay. Ça, Avec les deux qui sont là.
Il y a souvent donc les représentants de l'équipe de deux côtés, plus les deux pilotes. Et donc moi, quand j'étais chez les commissaires à ce moment-là, je me suis excusé, j'ai dit voilà ce qui s'était passé réellement, et j'ai vraiment dit voilà, je voyais vraiment pas la voiture de devant, je voulais doubler, et on a regardé les 2 dépassements que j'avais fait les 2 tours d'avant, et ça s'était très bien passé. Mais voilà, je leur ai dit c'est entièrement de ma faute, j'en suis conscient. Et après eux, de leur côté, ils ont essayé de dire voilà, c'est catastrophique, notre voiture elle est détruite et tout. Bon, c'est normal. Oui, mais bien sûr. T'aurais fait la même. J'aurais fait la même, c'est le sport auto. Et puis quand t'es en concurrent au championnat, c'est comme ça, quoi. J'aime bien l'anecdote de Jeddah. Ouais. Celle-là, bon, justement, je pense que après celle-là, je me suis bien fait remonter les bretelles dans l'équipe, et on m'a bien dit que c'est pas comme ça qu'on gagnerait un championnat. Ouais. Ouais. Et puis ça, c'est voilà. Juste après ça a déroulé, pas trop d'erreurs, que des résultats constants, donc c'était bien. Et tu fais une victoire sur la saison ? Ouais, je gagne Bahreïn au final, proche de beaucoup de victoires, mais jamais. Ouais, c'est ça. On n'a jamais réussi à conclure. Je pense à Spa où je suis premier toute la course, et safety car au dernier moment, et Douane était le seul à pas s'être arrêté. Il a mis les pneus soft malheureusement comme ça. Ouais, des petites victoires, on passe à côté. Saison de champion. Hein. En fait, c'est ça, c'est ce que tu dis. C'est ça, saison de champion. C'est propre, et la performance elle est top tout le long de l'année. Top 3 tout le temps. Après, bien sûr que j'aurais aimé gagner plus de courses, mais bon, c'est comme ça. Je veux dire, le niveau est très élevé. Ça, il était très élevé le niveau. Hein. C'est ça. Après, c'est vrai qu'il y avait, je me battais avec Vesti jusqu'à la fin du championnat. Il a gagné beaucoup de courses, mais ce que les gens avaient oublié de dire aussi à ce moment-là, c'est qu'il avait gagné beaucoup de courses inversées. Et il faisait des mauvaises qualifs. Enfin, mauvaise, tout est relatif, mais il se qualifiait autour de la 8e, 10e place, ce qui lui permettait de partir devant en sprint et de gagner la sprint. Et c'est vrai que ça me mettait un peu la pression, moi, parce que lui, à chaque fois, il empochait les 10 points, voire les 11 points avec le meilleur tour de la course sprint. Ouais. Et c'est quand même des gros points au championnat à chaque fois. Donc, et je savais qu'en course longue, il allait remonter minimum dans le top 5. Donc, oui, ça mettait la pression. Après, c'était une technique involontaire, je pense, de sa part. Il aurait aimé faire des meilleurs qualifs, mais bon. Puis il y a eu Zandvoort. Puis il y a eu Zandvoort. Toi, Zandvoort, je me souviens plus ce que tu fais. Zandvoort, je suis pas bien là, Zandvoort. C'est ça, les deux en fait, je me souviens. Et lui, il sort avant. Alors lui, il lui remet de mal la roue, je crois. Ben lui, ça commence même avant ça. Ça commence au départ. Alors Zandvoort, ça commence même en course sprint. On peut le prendre là. Alors qualif, on fait une qualif moyenne avec Art Grand Prix. Victor et moi, on se qualifie 9 et 10. On n'était pas vite. On a raté le setup. Pas grave, enfin pas vite. Après, top 10, c'est le strict minimum, on va dire, pour avoir un week-end correct. Donc je suis censé partir premier en course sprint, et la transmission casse avant le départ. Donc je vais pour aller sur la grille de départ, la transmission casse, et gros drapeau rouge au départ, et grosse pluie, ils annulent les points de la course finalement, que Isaac gagne, mais il gagne 100 points et sans faire un tour complet, je crois. Donc il était aussi déçu, parce que pour lui, il l'avait compté comme une victoire. C'est vrai, je me souviens. Il voulait pas, je me rappelle dans le paddock, il disait non, mais je voulais faire soit la course en entier, soit pas me déclarer vainqueur. Mais bon, c'était quand même une victoire de sa part. Ils n'avaient pas mis de points, et on part en course longue le lendemain sur des conditions Zandvoort au mois d'août. C'était abusé cette année-là. Ah, c'est abusé. Mais Zandvoort, ils n'ont pas d'été là-bas. Hein. Zandvoort, il faisait 10 degrés, il pleuvait, pluviotait, on n'est pas en pneus slick. Et c'est départ sous safety car, parce que c'était quand même assez dangereux les conditions. Et Vesti se sort au virage 1, avec de la chance, il attrape l'embrayage qui ne cale pas, parce qu'il n'y a pas d'anti-calage en F2 quand même. Donc il a de la chance de ne pas terminer sa course là. Donc je le vois, je le double, il repart très loin. Et ensuite, on a cet arrêt au stand que je fais plutôt bien, l'arrêt au stand. L'arrêt au stand se passe bien. Je me rappelle, je rentre derrière Isaac au stand. On le double dans l'arrêt au stand. Donc potentiellement, virtuellement, on est premier quand on sort des stands. Et là, le tour de sortie avec les 10-15 degrés de Zandvoort, la piste encore un peu humide et les pneus très froids, on n'a pas de couverture chauffante en F2. Je me sors. Assez violemment d'ailleurs même, je me fais mal à la main. Ah merde. J'ai encore la marque là. On a très léger. Mais je m'étais bien ouvert, avec le volant, les palettes du volant. Donc je prends une bosse à fond, mais c'est vraiment très léger. Mais à ce moment-là, en fait, j'étais encore tellement bien et tu vois, bien dans ma voiture, confiant. Je me dis, ça passe, et c'est pas quelque chose de débile que je tente à ce moment-là. C'est juste, je veux maximiser la performance, je veux gagner. Je veux finir le championnat là. Puis tu la sors. Voilà, et Vessi derrière, il la sort alors qu'il aurait pu. Il la sort même pas en fait. Lui, non, alors lui, du coup, moi je crée safety car, ce qui involontairement est parfait pour lui.
parce que du coup il s'est pas arrêté et donc là pour lui ça lui fait gagner la course, enfin en tout cas ça lui fait gagner beaucoup de positions et sur moi il pourrait passer devant au championnat. Donc là je leur donne la chance de leur vie. Et là, il ne sert pas les roues arrière quand même. T'étais déjà rentré au stand ou pas à ce moment-là? Alors, j'étais au Medical Center à ce moment-là parce que pour les checks obligatoires de la FIA, puis j'avais mal à la main, je saignais et tout, mais bon, je m'en foutais de la main. À ce moment-là, j'étais juste dégoûté. Et donc, je demande à la fille du Medical Center de me mettre l'iPad avec la course parce que je dis, je veux regarder ça. Là, je vois la sortie des stands de Vesti avec les 2 roues qui volent. Je dis. Mon Dieu, quand même, il y a des jours mauvais, mais quand même, là, je sais pas ce qui s'est passé, je sais que c'est moi qui vais être champion. Là, c'est moi le champion de F2. À ce moment-là, je me suis dit, c'est obligé, c'est moi le champion de F2. C'est incroyable. C'est une dinguerie quand même, ça. C'est une dinguerie. Je me suis dit, attends, je suis potentiellement virtuellement en tête de la course, je me sors, je me fais mal, je me blesse, mais je me dis je peux rouler à Monza. Faut savoir que Monza c'était la course d'après, mais j'avais quand même assez mal. À ce moment-là, je pouvais pas serrer la main. Je me dis si je me blesse là, c'est quand même foutu. Je leur donne leur chance de leur vie. Je me dis ils vont gagner la course et puis waouh, c'est bon, ça me tombe dessus, c'est nickel. J'ai la bonne étoile, je vois les 2 roues qui partent. Donc je souhaitais pas de mal, mais il perd les 2 roues et il est bloqué au milieu de la piste quoi. Je me souviens de cette scène, elle était lunaire. Il devait avoir le seum contre son équipe là. Là, je pense que oui. Et là, moi, à sa place, parce que là, c'est chaud. Ouais, là, c'est chaud. C'est, on va dire, minimum une dizaine de points qui partent à la poubelle, quoi. À ce moment-là, on se battait à 10 points près. Donc, ça coûte cher. J'aime bien ces anecdotes, tu vois, parce que je me rappelle, en fait, il s'est passé tellement de choses que j'avais plus toute la course en tête, mais effectivement, Zandvoort, c'était un truc. Et puis après, même sur la course de F1, c'était n'importe quoi. Bien sûr. Mais c'est pour ça que cette saison, elle était incroyable, parce qu'il se passait des dingueries à chaque fois. Et la course au titre était vraiment cool. Elle a duré jusqu'à la dernière course en plus, donc ça, c'est sympa. Et non, c'était stressant jusqu'au bout. Je me souviens de ta célébration à Abu Dhabi. Ouais, j'étais content, surtout que en qualif à Abu Dhabi, je fais 14e parce qu'en plus on était en train de casser le moteur. Alors il y avait 2 trucs. Déjà, je revenais de la FP1 en F1 et j'avais fait 2 premiers tours catastrophiques en qualif qui mettent pas du tout en confiance. Et ensuite, on était en train de casser doucement le moteur. Donc on avait un problème de refroidissement et ça prenait beaucoup de température et j'allais pas très vite en ligne droite. Et heureusement qu'ils s'en sont rendus compte. Parce qu'en fait on a checké toute la voiture après la qualif et ils ont vu ça, sinon j'étais parti en course sprint et le moteur il aurait très probablement cassé. Donc non, c'était un week-end très stressant, partant 14e à chaque fois au milieu du peloton en F2. Ceux qui jouent pas le championnat ils s'en foutent de moi, bien sûr, j'existe pas pour eux, ils veulent juste bien faire leur course. Donc moi je devais faire attention, remonter. Et Vesti lui en plus il gagne la course sprint, je me rappelle, l'enfer, émotionnellement l'enfer, mais content quand même. Et j'étais d'un côté sûr de moi parce que j'étais dans ma 3e saison de F2. Toutes les procédures c'était en place. J'avais mon ingénieur avec lequel j'avais déjà travaillé en F3. Je l'avais fait revenir en F2. Donc c'était top. Et je savais qu'on allait gagner. Il fallait juste rester calme et exécuter. T'avais quoi à faire comme résultat pour titrer ? Je devais faire, si je me trompe pas, 5e minimum. 5e minimum, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et donc j'ai fait 5e. Depuis 14. De quoi ? Depuis 14 en course longue, ouais. C'est ça, parce que... mais je me rappelle, c'était assez haletant. C'était très haletant, et en plus, on s'est battu en piste avec Vesti. Alors, c'est rare quand même dans un championnat qui est top et tout. On s'est pas beaucoup battu en piste toute l'année. Dernière course du championnat, à 10 tours de la fin, on est côte à côte pendant 3 tours de suite. Franchement, c'était sympa, et je me suis dit aussi, c'est un peu le moment de montrer que... Je savais qu'il y avait beaucoup de gens depuis Zandvoort qui disaient peut-être que Vesti mérite de gagner s'il n'a pas autant de malchance et tout, mais je voulais vraiment montrer que quand même je méritais aussi, et j'y suis allé sur lui. Je me suis dit de toute façon au pire on s'accroche, c'est moi le champion. Donc j'ai dit là c'est moi qui ai les cartes en main, et pendant 2-3 tours à chaque fois il n'arrivait pas à me doubler, je reprenais le DRS, je doublais, mais c'était cool. Puis c'est quelqu'un que j'apprécie quand même, Fred. Je l'ai en coéquipier, je le connais bien, donc c'est un bon gars. C'était une belle finale. Tu te dis quoi quand tu gagnes le titre ? Je suis super content. Déjà, je passe la ligne. Je vois les mécanos célébrer et tout, mais j'attends quand même le message radio. C'est toujours le
on va dire, la règle de base, quoi. Parce que dans la voiture, on sait pas vraiment ce qui Tu se vas passe. faire une massa, quoi. Exactement. Ah, Celle-là, elle est dure. Celle-là, elle est très très dure. Celle-là, elle est dure. Non, je veux pas que ça m'arrive. Donc, j'attends quand même le message radio. Mon ingénieur qui me dit on est champion F2. Et là, je me mets à pleurer dans la voiture. Tu vois, soulagement, vraiment soulagement parce que c'est pas juste un championnat où il est pas loin derrière en points et voilà, ça se suit, mais il est pas très rapide. Là, il allait vite, il donnait tout aussi, il était à la limite. Et moi aussi, j'étais à la limite du tour 1 jusqu'au dernier tour du championnat. Et c'est ça qui est bon. C'est des championnats que j'aimerais bien revivre quand même. Ça te donne envie de faire du sport automobile, tu vois, c'est compliqué du début jusqu'à la fin, mais t'es là, t'es performant, tu trouves des solutions, il t'arrive des problèmes, tu rebondis, et c'est ça qui est bon, quoi. Puis la récompense, elle vaut le coup, quoi. Et la récompense, elle est là. C'est un champion du monde de F2. Ouais, on dit pas souvent champion du monde, tu vois, de F2, c'est un champion du monde de la FIA. Ben, on va partout dans le monde, et oui, c'est champion de F2, c'est le top, quoi. Je veux dire, en plus devant tout le paddock de F1, même si ça aide pas forcément à aller en F1 apparemment, mais non, c'est le top. Justement, par rapport à ça, tu te projettes quand tu gagnes, tu dis vis-à-vis de la projection sur la suite, qu'est-ce que tu te dis quand tu gagnes le championnat? Eh ben, je me dis quand même que je peux avoir une opportunité en F1, pas forcément l'année suivante, parce que je savais qu'ils avaient déjà re-signé leur line-up Sauber. Ouais. Mais je m'attendais à être plus présent, en tout cas, à avoir plus d'essais, plus de préparation à un potentiel arrivé en F1, ce qui n'est jamais arrivé. J'ai jamais été considéré, au final, faut être honnête, jamais été considéré pour aller chez Sauber en F1. Et bien sûr que ça m'a extrêmement déçu parce que j'ai fait tous les efforts nécessaires et moi, de mon côté, en plus, je voyais des pilotes qui n'avaient pas fait les mêmes résultats que moi, qui n'avaient pas forcément prouvé autant. Arrivant en F1 avec une facilité, je veux dire beaucoup plus de facilité. Donc... Genre qui? Ouais, non. Tu peux, on s'en fout, on les connaît. Non, on va déduire. T'es pas obligé. Hein, mais... Non, bien sûr, non, mais j'ai rien contre eux, tu vois, mais il y a des pilotes. Genre Guan Yu Zhou. Joe, c'est vrai que Joe, mais moi je le connais bien, on a travaillé ensemble chez Sauber, super gars et tout, mais c'est vrai que bon, il est arrivé en F1, après il a pas gagné de titre en fait, donc. C'est compliqué de voir ça. T'as d'autres pilotes. Après, même Logan Sargent, j'ai roulé avec lui en kart, F3, F2 même. Il a pas. Enfin, voilà quoi. Tu sais, moi je trouve que c'est pas. Enfin, pour moi, c'est pas problématique de le dire. Non. En vrai, c'est factuel. Hein. Bien sûr. T'as gagné le titre de F2. Tu es pas allé, ils y sont allés pour d'autres raisons. Bien sûr. Et c'est pas forcément. Et moi, personnellement. Je trouve que c'est pas des raisons très. Enfin, ça fait partie du sport et c'est les règles de ce sport, je pense. Bien sûr. Mais si tu regardes sportivement, t'as raison de le dire. Hein. Et puis tout le monde le sait. Donc, non, pas de problème. Je trouve que c'est dommage juste de pas m'avoir au moins donné la chance. Tu vois, ou même il y a d'autres mecs. Hein, je parle pas que de moi. Drugovic par exemple. Tu vois, il a été champion de F2. Mais j'aimerais bien au moins que les champions de F2, ceux qui gagnent des titres, même s'ils font des top 3 partout et qui sont méritants au moins, qu'ils aient une chance au moins de se montrer, même si c'est pas une saison entière, tu vois, parce que ça se fait. Enfin, maintenant on voit, hein, t'as des pilotes qui arrivent que pour 5-6 courses et qui repartent. Mais au moins cette chance-là, je sais qu'avec 5-6 courses, peut-être que j'aurais pu potentiellement bien m'adapter et marquer les esprits. Tu vois, donc, quand tu vois qu'un Berman, il prend son siège sur une course avec Ferrari, c'est ça. Il fait le taf. Il fait le taf. Et il mérite, hein, je pense. Mais c'est vrai qu'il a eu l'occasion de le faire. C'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Ouais. Et on a un peu oublié ce côté, tu vois, de la F1 où quand même le mérite devrait être important, tu vois. Pas que forcément, des gros, l'aspect financier qui quand même prend une énorme place, l'aspect financier, politique et beaucoup de, c'est plus trop il y a toujours les performances, ça compte. On va pas prendre non plus on va pas prendre le 10e de F2, mais tu vois, Beerman, il a fait une saison très compliquée, hors de sa portée parce que l'équipe n'a pas été au niveau peut-être et il a eu pas mal de soucis. Mais il avait fait 14e de la F2 et au final, il va en F1. Ouais. Moi, je pense que c'est surtout, faut regarder le palmarès entier, voir ce que le pilote a fait sur les 5 dernières années. S'il a toujours été dans le top 5, top 3 des catégories, c'est qu'il mérite. Tu vois, il a le potentiel pour. Je suis 100% d'accord avec toi. Mais en fait, moi, c'est un sujet qui me saoule parce que ça fait partie du truc, bien sûr. On va dire, même si je trouve que maintenant, il y a un peu moins de pilotes payants, tu vois. Maintenant, il y en a même presque plus. Hein. Guan Yu Zhou, il est plus là. Sargent, il est plus là. Tu vois, ça a un petit peu évolué.
Mais c'est vrai que c'est pas normal que le champion de F2 ne puisse pas avoir l'opportunité de se montrer. Bien sûr. Justement, tu penses que la règle du fait que le champion de F2 ne puisse pas recommencer une saison, t'en penses quoi de ça? Parce que c'est vrai que pour ceux qui nous regardent, bon, ils le savent souvent, mais le champion de F2 doit quitter la F2. Ouais. C'est la règle. Est-ce que c'est une bonne chose? Qu'est-ce que t'en penses? En fait, d'un côté, la F2 sert à promouvoir des jeunes talents pour aller en F1 et ça sert à avoir de la nouveauté, hein, faire passer les pilotes et tester un maximum de pilotes pour potentiellement aller en F1. Mais d'un autre, ce serait vraiment cool, je pense, pour le championnat, pour le niveau du championnat aussi, qu'il y ait des redoublants ou enfin voilà des pilotes qui ont été champions et continuent dans le championnat parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité au-dessus et qu'ils doivent attendre un an de plus. Parce qu'au final, moi, j'ai pas eu l'opportunité à un an près, je pense, parce qu'il y a eu tellement d'arrivants, de nouveaux arrivants en F1 fin 2024, que peut-être si j'avais gagné le championnat à ce moment-là, je dis pas que c'est sûr à 100%, mais peut-être que j'aurais eu un petit peu plus de chance et ça aurait suffi pour potentiellement avoir un bac en F1. Ce qui s'est passé avec Bortoleto. Ouais, c'est ça, parce que au final, voilà, il y a eu. C'était comment on appelle ça? Ça s'est passé dans le bon timing. Quoi. Bien sûr. De toute façon, en fait, en F1, t'as l'impression qu'il y a plein de variables qui doivent s'aligner pour que tu puisses y aller ou pas y aller. C'est un truc de ouf. C'est ça. C'est tellement de détails entre guillemets, mais c'est des gros détails quoi, qui doivent s'aligner. Hein. Et tu peux être champion de F2. Mais si t'as pas tout qui s'aligne au bon moment, tu vas jamais. Quoi. Il n'y avait pas une histoire comme quoi il t'avait appelé ou un truc comme ça, Alpha à l'époque? Non, j'ai jamais. Ça a jamais été sur la table. Non, moi on m'a jamais mis dans les discussions vraiment pour un baquet. Je devais être quand même sur la liste, pas loin, mais pas très proche non plus du baquet. Mais tu penses c'est quoi qui a manqué, à part le timing? Enfin, moi je pense qu'il y a pas... que sportivement il n'y a pas de sujet. C'est vrai que c'était risqué de mettre un pilote aussi jeune en F1. Après ça s'est fait avec Antonelli, avec Verstappen. Mais bon, pour moi je pense qu'on m'a mis un peu dans ça. Quoi. On m'a dit que j'étais trop jeune pour y aller et pas assez prêt. Et je dirais ensuite, bien sûr, il y a quand même un gros aspect financier pour aller en F1. Il y a quand même beaucoup de pilotes qui ont financer leur baquet, pas forcément via eux directement, mais via des sponsors qu'ils ramenaient. Moi, je pense que ça m'a bien sûr fermé des portes. Ouais. C'est sûr, comparer à un Joe qui ramène je sais pas combien. C'est complexe parce que je veux dire, il a fait des bons résultats en F2. Il était pas, voilà, moi, l'année où je fais la F2, il fait 3e ma première année et je fais 5e, notamment parce que aussi je me blesse en milieu de saison et tout. Mais enfin, voilà, je pense que il y avait des choix, par exemple, un Piastri qui gagne dès sa première année. Il n'est pas de la même académie, mais au final, Bortoleto était dans l'académie McLaren. Il est bien allé chez Sauber. Ouais. Je pense que Piastri aurait pu très bien aller chez Alfa Romeo à ce moment-là. Je pense qu'il était bien plus talentueux, quoi. C'est vrai que même Piastri, au final, ne monte pas dans la voiture tout de suite. Hein. Non, au final, il est quand même champion de Formule régionale F3, F2. Et il est... en tant que rookie. Voilà, en tant que rookie. Et puis il est seulement pilote de réserve. Chez Alpine. Et il arrive à se trouver un baquet de F1 quand même. D'une façon un peu chevaleresque. Ouais, c'est ça, on sait très bien comment ça s'est passé, mais bravo à lui de ce côté-là parce que là, je veux dire, le move il est fort avec du recul. Ouais, wow. C'est ça. Non, mais à la fin, faut penser à soi quand même, et c'est quand même sa carrière. Et s'il avait fait une deuxième année en tant que pilote de réserve, Piastri, est-ce qu'il aurait été en F1? Ça, on ne saura jamais. Il a l'air d'être bien conseillé. Bien sûr, il est très bien conseillé, et je pense que Mark Webber. C'est le top d'être à ses côtés parce qu'il a connu beaucoup d'équipes, il est extrêmement connu dans le milieu dans le paddock de la F1. Mais bon, je veux dire, à la fin, s'il n'y a pas d'opportunité, si une équipe ne le veut pas pour
telle raison. Il peut avoir n'importe quel manager, c'est quand même compliqué, tu vois, de forcer le passage. Mais ils ont trouvé cette opportunité. C'est une masterclass qu'ils ont fait. C'est une masterclass. C'est une masterclass. Lui est très chaud Bien sur sûr. la piste, mais c'est vrai que, comme tu dis, ça fait pas tout. Non. Et là, c'est une masterclass. Franchement, là, le move avec le Surtout, tweet et tout. Les gens à l'époque disaient mais pourquoi refuse-t-il d'aller chez Alpine? C'est n'importe quoi de refuser un baquet. Et en plus, pour aller chez McLaren, qui est à l'époque une voiture catastrophique, quoi. Qui est en 2022 loin du compte en termes de résultats. Sauf que, ça, on verra à la fin de la saison. Vous savez des choses que tout le monde ne savait. Je pense que ça risque de payer très fortement. Et toi, quand justement tu comprends que ça va pas se faire, comment tu le vis? Parce que tu es champion de F2, c'est un peu une injustice en vrai, comment tu le vis? Moi, je le vis assez mal, d'autant plus que j'ai rien à faire en fait. C'est-à-dire qu'on m'aide pas, moi, à trouver quelque chose, à me mettre dans une catégorie, que ce soit de l'endurance, que ce soit la Super Formula, l'IndyCar. On m'aide pas à trouver un championnat dans lequel me sécuriser, rouler et me préparer en fait à une potentielle arrivée en F1 ou en tout cas me préparer en tant que réserviste, quoi, parce que le pilote de réserve il est efficace s'il est actif en fait. Si le pilote de réserve il est juste pilote de simulateur, c'est très très compliqué en fait. Le jour où je dois monter dans une F1, je vais avoir du mal et c'est tout à fait compréhensible. Bien sûr. Mais c'est pas ce que l'équipe veut normalement. Donc moi, je l'ai assez mal vécu, hein. En fait, la saison 2024, je pense que beaucoup de gens l'ont vu. J'ai fait une course de Super Formula. Après, j'ai eu l'opportunité McLaren que je pouvais pas refuser en IndyCar. Et ça s'était très bien passé jusqu'à ce qu'il y ait des petits soucis contractuels. Donc malheureusement, on n'a pas pu continuer et ils m'ont donné l'opportunité de me montrer en IndyCar, ça a été top. Et puis après ça, j'ai attendu et heureusement que j'ai eu Peugeot, l'opportunité Stellantis qui est méga, qui est top, mais sans Peugeot, j'ai pas eu d'aide de qui que ce soit, quoi. C'est ouf ça quand même. Il s'est passé quoi en Super Formula? En Super Formula, c'est vrai que j'avais très peu de budget, donc c'était hyper compliqué. J'ai eu l'opportunité de faire la première course de la saison et fort heureusement j'ai eu l'opportunité McLaren qui est arrivée, mais vraiment au bon moment, malheureusement pour Malukas qui s'était blessé, qui s'était cassé le poignet, et Aylot qui avait déjà fait 3 saisons d'IndyCar, il l'avait pris au début de saison, et moi j'avais envoyé un message à McLaren, j'avais dit franchement mon rêve de rouler en IndyCar et tout, j'adorerais essayer, et ils m'ont dit on prend Aylot et tout, et puis au final le message il est quand même passé, je pense, par plusieurs personnes. Et dans leur tête, quand même le champion de F2, pourquoi pas l'essayer, tu vois. À la fin, ils n'avaient plus de pilote officiel, il s'était blessé le pilote, donc il fallait bien essayer des pilotes. Et Zach Brown m'a appelé, et là j'ai dit je suis carrément chaud pour venir faire les 2 premières courses, enfin les 2 courses suivantes, quoi. T'as aimé? J'ai adoré. C'est vrai? Adoré, vraiment adoré, quoi. C'est très différent? Ouais, c'est assez différent, mais en fait je dirais qu'en tant qu'Européen, c'est compliqué de se rendre compte à quel point c'est cool, parce qu'on ne peut pas forcément regarder toutes les courses avec le décalage horaire, c'est pas filmé de la même manière, c'est un énorme spectacle et show quand on est sur place. Et là, c'est exceptionnel, quoi. Ça fait partie des événements que j'aimerais faire, le 500 miles d'Indianapolis. C'est à faire. Moi, je conseille à les gens qui peuvent se le payer, bien sûr, et d'aller jusqu'aux États-Unis pour voir cette course, de le faire, parce que pour moi, il y a vraiment 2 gros événements, c'est les 24 heures du Mans et les 500 miles, où tu as beaucoup de spectateurs, et tu sens vraiment l'atmosphère où tu te dis là c'est vraiment un truc de fou, et il se passe quelque chose de spécial, quoi. C'est une messe, genre. C'est ça, c'est vraiment une messe de sport auto. Exactement, c'est vraiment un truc de fou, et tu te dis que là il va sortir un vainqueur de cette course, et ça va être ils vont s'en souvenir toute leur vie. Et tout là. Voilà, c'est ça, c'est fou. Mais tu vois, le Grand Prix de Monaco, c'est exceptionnel. En F2, souvenir de fou et tout. Mais t'as pas la même ambiance sur la piste. Y a pas beaucoup de spectateurs non plus. Tu vois, le soir à Monaco, l'ambiance. Ouais, c'est ça. C'est plus l'après-course. C'est sûr. Non, mais c'est cool. C'est triple couronne. Le Grand Prix de Monaco, tout le monde aimerait le gagner aussi. Mais ces 2 courses-là, Le Mans et 500 miles d'Indianapolis, franchement, Indianapolis, t'as 350 000 spectateurs.
tu te dis, et puis c'est dangereux, t'as le truc, tu vois, ça va quand même à 370 de moyenne. Waouh, c'est une course de fou, quoi. Niveau pilotage, c'est très différent, l'IndyCar, j'imagine. Hein. Enfin, c'est une question un peu rhétorique, j'imagine que oui. C'est quoi la différence? C'est assez différent. La voiture est un peu... Elle est lourde, mais globalement, ça va. Et les performances sont assez sous-cotées par rapport à une F1. Franchement, ça va quand même très vite. Ouais. Moins de grip, juste. Un peu moins de grip. Ouais. Un peu moins de grip. Ouais. La F1, de toute façon, il n'y a rien qui atteint la F1. La F1, c'est même compliqué d'expliquer, en fait. Et c'est, à la télé, on ne se rend pas forcément compte, mais ça va très vite, la F1. C'est impressionnant. Mais l'IndyCar, ça va déjà extrêmement vite. Le moteur, c'est très puissant. Moi, ça m'avait surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de puissance. Je suivais l'IndyCar, mais pas autant que la F1, bien sûr. Et je suis sorti des stands à Long Beach la première fois, j'ai accéléré. Je dis, mais ça s'arrête jamais, quoi. Ça fait qu'accélérer, en fait. Et exceptionnel. Du coup, je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment cool. Et la grosse différence, c'est que par contre, physiquement, l'IndyCar, c'est vraiment un sport. Là, pour le coup, c'est un énorme sport. Et pas de direction assistée. Et des courses qui durent minimum 2h, 2h30, même 3h, quoi. Je me souviens de Romain Grosjean qui est vraiment pris du haut du corps. Ouais, c'est ça. Ça se voyait, c'était visuellement fort, quoi, l'image. Par rapport à la F1. Et tu le sens, j'imagine. C'est hyper dur. Dur. Le volant est vraiment... tu peux... Il est dur, quoi. Il est vraiment dur. Moi, mes 2 premières courses IndyCar, malheureusement, j'ai essayé de me préparer, mais Zach m'avait appelé peut-être 2 semaines avant la course. En 2 semaines, bon, tu peux... impossible. Voilà, c'est dur de se préparer, quoi. Faut manger beaucoup de poulet, quoi. Ouais, j'ai gagné du poids après. Hein. En un mois et demi, j'ai gagné 7 kilos. Ah ouais. Et du coup, 7 kilos, quand même, globalement, la plupart de muscles. Oui. Parce qu'il m'avait mis dans la salle de sport et il m'avait dit il faut gagner à peu près 1 kilo par semaine. On fait quelque chose comme ça. J'ai dit, c'est optimiste, mais en fait, ça a marché. Ils sont bons, ils savent de quoi ils parlent. Et non, franchement, ouais, c'est... Physiquement, c'est un truc de fou. Le volant, il est méga dur. Ouais, moi, j'étais mort. Après mes 2 premières courses, mort. Vraiment, limite à tomber dans les pommes. C'est vraiment fatigant. Il fait super chaud. Il y a l'aéroscreen. D'accord. Pas d'air. Ça, c'est dur, ça. Ouais, c'est dur. C'est dur, mais c'est une top innovation. C'est comme le Halo, plus ou moins, mais encore plus sécuritaire, quoi. Et les ovales? Et les ovales, j'ai fait 2 tests. Ouais. J'ai fait sur l'ovale de Saint-Louis et de Milwaukee, donc c'est ça, on appelle ça des short ovales. Et donc on a quand même pas mal d'aéro sur la voiture, mais ça fait que tourner. C'est un truc de fou. J'imagine. Un truc de fou. Les ovales, c'est super compliqué. La voiture à la limite tout le temps, on se rend pas compte des vitesses encore, mais c'est minimum 300 km/h sur des petits ovales, hein, comme ça. Touche pas le frein. Touche pas le frein. Alors c'est vrai que sur Oval, la boîte de vitesse nous permet de rétrograder tout le temps en étant sur les gaz, comme à Indy 500 par exemple, ils sont à fond et à fond tu peux rétrograder. Donc c'est assez particulier, hein. C'est des voitures différentes. On peut jouer avec ce qu'on appelle les weight jackers aussi, donc ça nous permet de changer la balance de la voiture, parce que en fait, on a l'impression que c'est 2 fois les mêmes virages, mais déjà pour eux, ils parlent de 4 virages à chaque fois sur Oval. Pour eux, à chaque fois 4 virages. Donc ils décomposent les virages par 2. Enfin, c'est assez complexe. Hein, c'est vraiment. D'accord. Mais top, franchement, et un défi mental de fou. J'ai pas eu l'occasion de faire de course, mais ça doit être assez ouf quand même la course sur l'Oval, parce que t'as tellement de trucs à gérer en plus. Enfin, je sais pas, ça tourne tout le temps. Pour doubler, il faut que tu sortes de la trajectoire. Il y a les murs. C'est hyper complexe en fait. T'as beaucoup de gens, tu vois, qui regardent la F1, ils disent mais les mecs qui tournent à gauche tout le temps, c'est simple, quoi. Et en fait, on se rend pas compte, mais ça va ultra vite. Et t'es à ça des murs. À Indy 500, ils sont à 370 de moyenne. Et la voiture, elle est sur des œufs, quoi. T'es vraiment sur des œufs. Et dès que tu suis un mec, tu perds l'aéro. Mais c'est vraiment beau. Et c'est la particularité de l'Indy. C'est ça qui est top, c'est que tu as une partie du championnat ovale, une partie en ville et une partie sur des circuits routiers classiques. Et là, il faut être vraiment un très bon pilote qui sait s'adapter à tout. Donc ça, c'est top. Donc tu as kiffé, ça a apporté des skills à ton pilotage, quoi. Bien sûr. Ça c'est sûr. Ça m'a bien aidé. Ouais. Et pour revenir vite fait sur la F1, parce que c'était la dernière question que je voulais te poser. Bon, tu as roulé avec la plupart des mecs qui sont montés récemment. Ça te fait quoi, toi, de te dire que eux sont là et que toi, ça n'a pas fonctionné? Et moi, je me dis que c'est la vie, tu vois. C'est rageant, ça c'est sûr. Parce que je me dis,
Les mecs que tu as battus en plus. Bah, c'est des mecs que j'ai battus, c'est ça. Et Piastri m'a battu, mais on se battait proche, tu vois. En kart, je faisais devant lui. En F3, j'étais à 3 points. En F2, il a dominé le championnat. Mais, et je me dis, je ne serais pas forcément en tête du championnat si j'étais à McLaren, je suis réaliste. Mais si lui, il peut le faire, je sais qu'avec autant d'entraînement et autant d'opportunités, j'aurais peut-être pu le faire, tu vois. Mais il y a tellement d'autres choses dans le sport auto. Oublie, hein. Ouais, c'est ça. Et moi, je l'ai oublié malheureusement, et j'en suis. Je me dis, j'ai été bête en fait d'oublier qu'il y avait autant de belles catégories et de belles courses dans le sport auto. Les 24 heures du Mans, 24 heures de Daytona, le championnat d'IndyCar. Même j'ai fait un peu de Formule E et c'est hyper technique, hyper compliqué. Tu t'amuses en fait quand t'es au volant d'une Formule 1 et tout, tu vois. La F1, ça reste le Graal, ça reste ce que tout le monde veut faire depuis tout petit, mais je me dis qu'il y a beaucoup d'autres courses qui sont très très sympas, quoi. Mais c'est marrant parce que Verstappen, je l'ai déjà entendu dire que c'est pas forcément, alors sauf respect à tous les pilotes, hein, bien évidemment, mais c'est pas forcément les meilleurs qui sont là, il y a plein d'autres variables qui rentrent en compte. Sûr. Effectivement, c'est cool de se dire qu'il y a d'autres choses, et puis effectivement, tu vois, Le Mans, c'est incroyable, tu vas rouler au Mans, mais c'est cool ça, tu vois. C'est incroyable. Moi, Le Mans, j'ai toujours rêvé de le faire, mais en fait, je l'ai oublié quand j'étais en F3, F2, parce que c'était toujours normal. Focus. Mais oui, bien sûr. Sur la Formule 1. Mais Le Mans, et puis là, j'arrive proche de la course. C'est vrai qu'on fait là cette interview, tu vois, avant Le Mans, au final. Et plus j'y pense, plus je me dis, c'est quand même un sacré morceau, Le Mans. C'est très, très compliqué. Et il y a tellement de... Il y a pas le droit à l'erreur, parce que je sais qu'en plus l'endurance c'est un sport différent, tu as toute ton équipe derrière toi, tu as tes coéquipiers, ils comptent sur toi, donc, mais ouais, Le Mans, en plus j'ai vécu 4 ans, c'est une course en France, j'adore. Ouais, là c'est 24 heures en plus. C'est 24 heures, tu vois, en fait c'est un défi physique bien sûr, mais surtout mental, qui est vraiment inégalable. C'est un truc de fou, je pense que tout le monde me l'a dit, hein, c'est pour ça que je dis ça un peu, puis je regardais Le Mans à chaque fois. C'est compliqué, tu vois, les pilotes ils sont épuisés à la fin. Bah oui. Tu sais, c'est pas un circuit très physique, comme j'ai dit, il y a beaucoup de lignes droites et tout, mais mentalement, c'est prenant. Comment tu te prépares ? En fait, Le Mans, t'apprends un maximum de choses avant, tu regardes un peu des actions des années précédentes, des acquisitions de données, des vidéos, tu apprends les procédures qu'il y a à prendre comme les slow zones, tout ce genre de procédures, parce qu'une pénalité c'est, voilà, tu perds la course au Mans, donc il faut éviter les pénalités. Mais comment tu t'y prépares à 100%, en fait, je pense qu'il faut surtout savoir s'adapter extrêmement bien à quoi qu'il se passe, quoi. Le Mans, tu peux très bien avoir du soleil toute la semaine, arriver à 2h du matin dans ton stint, et là il se met à pleuvoir. Et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là en fait ? La voiture elle est réglée pour le sec, tous tes concurrents, il y a des pilotes gentlemen sur la piste, il y a des pilotes pro. Moi je vais être en LMP2, tu auras des hypercars qui vont me doubler, mais je vais devoir doubler les GT. Qu'est-ce que tu veux faire en fait ? C'est juste, faut s'adapter, faut être le meilleur dans le moment présent, quoi. Et c'est ça que j'aime en fait, c'est aussi on va pas savoir ce qui va se passer. Tu vois, Le Mans on peut pas savoir ce qui va se passer pendant 24 heures, c'est que des aléas de course et ça j'adore. C'est vrai que Le Mans c'est extraordinaire comme événement. Tu disais que il y a les 500 miles, il y a Le Mans. Moi l'année dernière j'ai été au Mans pour la première fois en tant que spectateur. C'est vrai que c'est incroyable. Ouais, bien sûr. C'est fou de te dire que les gens restent là 24 heures dans les campings, ça fait la fête. C'est ça. Ça roule pendant 24 heures. La nuit, le jour, en plus, bon, Le Mans, il pleut souvent, donc là, il va pleuvoir probablement. C'est ça, Le Mans, c'est toujours, tu sais, c'est la météo au Mans, même au mois de juin, c'est pas bon. Mais faut gérer la safety car. Bien sûr. Je voulais te demander, parce que tu parlais de ta famille. Au début, tu as eu ton accompagnement avec ta famille et tout. Comment ils ont vécu tout ça ? Comment ils le vivent ? C'est pour eux, je pense que déjà ils sont fiers de moi, fiers de ce qu'on a pu faire ensemble, parce que on s'imaginait pas du tout déjà arriver à ce point-là. Quand j'ai commencé le karting, je pense que déjà c'était par passion, hein, c'était un hobby, c'était pas du tout par objectif de forcément devenir pilote de F1. Ça l'est devenu au fur et à mesure parce que ça marche bien et après ça devient un rêve et tout le monde veut arriver, veut suivre mon rêve, quoi. Mais oui, après bien sûr je pense qu'ils sont aussi tristes pour moi et déçus que je sois pas en F1 aujourd'hui.
parce qu'il savait que c'était possible. Il savait que c'était possible, qu'on avait fait, que j'avais fait tout ce qu'il fallait. Et bon, c'est comme ça. Mais maintenant, ils veulent que je continue, que je fasse du mieux possible. Après, voilà, je pense que la famille aussi, bon, elle a un regard moins objectif que forcément les. Évidemment. Voilà, que les autres personnes. Mais moi, quand même, ils m'ont bien guidé, tu vois. Ils ont toujours dit, quand je faisais des erreurs et que je faisais des choses pas bien, ils m'ont toujours dit. Ça m'a beaucoup aidé. Pas avoir forcément que des gens qui allaient dans mon sens. Tu vois, ils étaient toujours là à me corriger, à me dire non, c'est pas comme ça qu'on fait, enfin, fais attention. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et puis là, aujourd'hui, ils sont à fond derrière moi. Et je pense, tu vois, j'ai pas mal de ma famille qui vient me voir le Mans. Et pour eux, le Mans aussi, tu vois, ils disent c'est un truc de fou, tu vois. Donc c'est pas, ils sont pas forcément tristes à 100% que je sois pas en F1. Ce qu'ils veulent, c'est juste que on avance de toute façon. Ah, mais bien sûr, c'est ça. Ils avancent avec moi et on continue comme ça. Et là, il y a qui du coup? Ta sœur bossait avec toi, tes parents ou... Ouais, ben moi là, ma sœur en fait maintenant, elle fait des études d'ostéo, donc elle a changé. Mais là, elle sera là au Mans. C'est pour ça, si je roule encore là dans le futur, que ce soit en endurance ou en IndyCar ou quoi, elle pourra me soigner. Maintenant, ça sera mon ostéo sur toutes les courses. Mais mon père, il va venir au Mans. Ma mère, elle aime pas trop les courses. Je sais pas. Elle a peur. Donc, bien, elle adore me regarder. Et c'est sûr que tu vois. Mais c'est stressant. C'est stressant. Je sais qu'en F2, elle regardait pas les départs. Elle attendait toujours le 2e ou 3e tour de course. C'est fou, mais elle détestait ça. Elle détestait le départ parce que c'est dangereux. Puis c'est le moment où tu vois toutes les voitures sont proches. Puis j'ai eu un gros accident. Oui, avec Fittipaldi. Voilà, exactement. Et elle était présente en plus, malheureusement. Donc c'est depuis ce jour-là, elle regarde plus jamais les départs. Tu peux raconter ce qui s'est passé ? Bah oui, bien sûr. Donc 2021. Donc je pars 3e de la course longue de Jeddah, derrière Piastri et Schwartzman. Et donc Lundgaard qui part 4e, donc on était les deux Prema, deux Hart. Et donc Jeddah, c'est une piste qui a un grip vraiment exceptionnel au sol. Et on avait les pneus super soft en plus. Et moi, j'avais du mal un peu avec les départs en 2021 à rester stable avec mon accélérateur. Faut rester assez stable et pour pas patiner les roues arrière et prendre un bon départ. Sauf que si on n'en met pas assez d'accélérateur, on lâche l'embrayage et pas assez de gaz, du coup, on cale. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai lâché la première palette, j'ai calé. Et là, tu as Fittipaldi qui partait 18e ou 19e, je crois, qui m'a pas vu. Hein. Lui, il pouvait pas me voir parce que tu as toutes les voitures qui s'écartent au dernier moment. Moi, je regardais dans les rétros. Je voyais tout le monde s'écarter. Et le dernier, vraiment, je pense que c'était la dernière voiture qui me tape. Donc, à 200 à l'heure, genre 200 à l'heure, même, je pense qu'il devait être... je crois que l'impact, c'était 72 G. Wow. Donc, pour toi ou pour lui? Non, pour lui. L'impact entre les deux voitures. D'accord. L'impact des deux voitures, 72 G. Donc énorme impact. Et en fait, après j'ai eu un peu une perte de... Enfin, je me rappelle pas de tous les moments. Donc j'ai pas eu de grosses blessures. Pour info, juste donc il m'a tapé de derrière et j'ai mes genoux qui ont arraché le volant. Carrément. Donc le volant, quand même, qui est accroché à la colonne avec le quick release là, qui est resté sur le volant et ça a arraché le carbone. Le volant est parti. Et en fait, moi, ça m'avait choqué parce que du coup, je voulais parler à la radio et j'ai réalisé au bout de peut-être 20 secondes, le temps, j'avais pris le choc et tout. J'avais pas de radio et je voyais tout le monde arriver sur le muret des stands en face. Je voyais le muret des stands et ils me disaient ça va bien Théo, parce qu'ils n'entendaient pas la radio du coup. Et en plus, tu vois drapeau rouge et tout. Ils disaient bon. Mais moi c'était un moment un peu compliqué parce que ça m'a vraiment fait du mal ensuite mentalement sur les départs. J'avais du mal pendant tout le début 2022 sur les départs. En plus, au moment de l'accident, tu vois, j'entendais Fittipaldi, lui, s'était cassé le talon. Et je l'entendais, tu vois, crier et tout. Enfin, il souffrait dans la voiture. Moi, j'avais le médecin de la FIA qui me disait « T'inquiète pas, il va bien. » Enfin, voilà. Mais bon, c'est des moments où tu dis... c'est compliqué quoi. Mais c'est ouf quand même qu'il n'ait pas eu plus que ça, non ? Avec l'impact. Il a été très chanceux alors c'est pas méchant pour lui, mais de pas être très grand parce que en fait c'est la coque de la voiture s'est coupée mais pile poil au niveau de ses pieds, donc ça lui a cassé le talon quand même. Mais ça a quand même tenu. Ça a quand même tenu. Moi qui fais 1m90 par exemple, à sa place, je pense que tu vois j'aurais plus de jambes, tu vois. Tu penses t'aurais pété les jambes quoi. Ouais, très fortement quoi. Parce que moi la chance que j'ai eue, il me tape derrière, moi j'ai tout le moteur, le crash box arrière, ça amortit tellement l'impact. J'avais du mal à respirer, mal à la tête, mal aux genoux, tout ça, un peu mal au dos et tout. Le choc. Voilà, le choc.
Lui, c'est direct frontal. Frontal, c'est Dans vraiment... et surtout en plus dans la partie moteur et tout. Ouais, c'est ça fait très très mal. 72G, c'est énorme. C'est énorme. C'est l'impact entre les deux voitures. Ouais. Donc, c'est pour ça que je te dis, moi-même, je me souviens de cet accident et je m'étais dit. Ouais. C'est un gros choc. Lui, je pensais qu'il aurait peut-être plus de soucis que ça, tu vois. Mais au final, tant mieux. Il a manqué quoi Et lui, il a manqué en fait la dernière course. Il restait qu'une course la semaine d'après. Ouais. Et moi, j'étais pas déclaré fit par la FIA à la fin du Grand Prix d'Arabie Saoudite, ce qui est normal. Donc je vais quand même à Abu Dhabi. Et je me rappelle, par contre, le lendemain à l'aéroport, de marcher dans l'aéroport et d'avoir du mal à respirer. Et ça, c'était vraiment un symptôme incroyable. Je sais toujours pas forcément à quoi c'est dû. J'avais pas quelque chose de grave, pas d'hémorragie, rien. Mais j'avais vraiment du mal à respirer, à marcher dans l'aéroport. J'avais des maux de tête impressionnants. Et en fait, arrivé le jeudi après-midi, juste avant l'essai libre à Abu Dhabi, je vais faire le check et je me sens mieux. Direct. Pourquoi ? À ce moment-là, je sais pas. J'ai rien touché. J'ai juste fait des massages, j'ai essayé de détendre mes muscles. Je me sens mieux, déclaré fit. Et puis au final, j'ai fait la course d'Abu Dhabi, j'ai marqué quelques points sur les 3 courses et j'ai fini 5e du championnat. T'as fini la saison, quoi. J'ai fini la saison. Voilà. C'était important. Mais tu vois, les 3 départs, parce qu'il y avait 3 courses à l'époque par week-end, les 3 départs à Abu Dhabi, 3 départs nuls parce que j'appréhendais énoremement les départs et non, j'accélérais trop. Ouais. Mais un défi mental, en fait, tu te dis, fallait passer au-dessus. Okay. Beaucoup de travail, quoi, après ça. Les gars avec qui tu as roulé beaucoup, je pense en équipe de France, Isaac, Victor et tout, t'es toujours en contact ? Isaac, un petit peu l'an dernier, on se parlait et tout. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ça fait longtemps, mais on s'entendait bien. On s'entendait bien avec Isaac. Victor, du coup, j'étais coéquipier avec lui. On s'entendait bien aussi. Je parle toujours à quelques gars de la F2, F3, c'est sûr. Je me posais la question parce que je sais que vous faisiez les stages bien sûr. Avec la FFSA, tout ça. Bien sûr. Je crois que Victor est toujours en équipe de France. Oui, normalement, il est toujours en équipe de France. C'est jusqu'à la F1 ou jusqu'à ce que tu sors du programme, c'est ça ? Exactement. Ouais. Isaac, tu penses quoi de ce qu'il fait là ? Isaac, c'est très très solide, honnêtement, c'est parfait. Je pense qu'en plus, Red Bull l'attendait pas forcément à ce niveau, donc c'est d'autant mieux pour lui. Et maintenant, quelle est la suite, quoi ? Parce que ça marche toujours pas dans le second paquet. Faut juste pas qu'il le mette dans la voiture. En fait, on a l'impression qu'il faut pas. C'est ça qui me fait peur. Tu vois Tsunoda, comment il performe dans la V-Carb et comment il performe dans la voiture avec Max, c'est chaud, quoi. Bien sûr. Moi, j'avoue, j'avais fait un épisode avec Isaac, on avait discuté de tout ça et tout. Je suis pas étonné parce qu'il est solide dans la tête et tout, mais c'est vrai qu'il est vraiment très bon. Il tire vraiment le max de la voiture. Ouais. J'imagine que Red Bull doit forcément être en train de penser à des trucs. S'il pouvait ne pas le faire cette saison, ça serait bien, je pense. C'est sûr. Ouais. Non, franchement, il est propre, il est calme, beaucoup plus qu'en F2, F3 où parfois on le voyait s'énerver et je disais mais t'énerves pas, tu vois, ça servait à rien, il s'énervait parfois, tu te dis pour rien, mais destroy the car. Mais c'est ça, non, mais c'est son tempérament, donc tu peux pas lui enlever. En fait, dans la voiture, c'est tellement compliqué de se contenir. Mais là, il a fait tellement un step, c'était parfait en fait. C'est juste le step qu'il fallait, et ça te permet d'être régulièrement, tout le temps devant son coéquipier. En F1, c'est vraiment ce qui fait la différence, quoi. Ouais, beaucoup de points et tout. Là, j'ai vu la stat, il a marqué, je crois, sur le triple header plus de points que le deuxième paquet Red Bull et son coéquipier. Ouais, c'est ça. Ouais, solide. Ouais, mais c'est tant mieux, parce qu'après, en fait, Red Bull, c'est marrant, c'est une sphère vraiment difficile dans laquelle évoluer. Ouais, c'est très compliqué, je pense. Parce que autant si t'es bien, ils te mettent bien. Bien sûr. Mais par contre, pour la confiance, si ça se passe pas très bien, c'est chaud. Mais je pense que c'est compliqué, mais c'est aussi la seule équipe qui te donne ta chance en F1. Ouais, c'est vrai. Assez facilement, je veux dire. Ouais, ils ont 4 voitures. Exactement. Ils ont 4 voitures, ça aide beaucoup, mais ils aiment donner la chance aux jeunes. Pas forcément besoin d'être champion de F2. Isaac, il l'a pas été, mais il était bon. Il a fait les bons résultats avant. On lui demande pas. Il aurait pu. Il aurait pu. Voilà, c'est ça. Il a eu de la malchance. Il a fait quelques petites erreurs, mais il a été performant sur toute une année. Ouais. Et donc Red Bull, lui a donné sa chance. Et ça, c'est comme ça que ça devrait marcher la plupart du temps. Non, c'est vrai que pour le coup, Red Bull, si tu performes et que tu es dans leur escarcelle, on va dire, si tu performes très bien,
ça peut le faire. Mais tu vois, par exemple, Lawson, c'est un profil un peu différent parce que Assez différent. tu vois, il a pas forcément brillé. Lui, il a brillé quand ils lui ont donné sa chance pour remplacer Daniel Ricciardo quand il se casse la main. Bien sûr. Mais avant ça, c'était pas forcément, tu vois. Non, et Lawson, pareil, tu vois, j'ai roulé avec lui, F3 et F2, enfin 3 ans de suite ensemble. Et bon, je me dis, au final, ça ne m'étonne pas qu'il brille pas plus que ça, en fait. Il devait pas s'attendre à dominer comme ça, et surtout chez Red Bull. Bon, chez Red Bull, c'est quand même. C'est dur, Red Bull, c'est difficile à juger. C'est difficile. Deux Grands Prix, puis. Bon, on sait pas ce qui se passe non plus dans cette deuxième voiture parce que personne n'y arrive. T'as vu Yuki, il est aussi P20 sur la grille, quoi. C'est ça, exactement. Donc P20, Tsunoda, je pense qu'il était aussi au niveau d'Isaac, tu vois, en début de saison. Bien sûr. C'est pour ça que c'est perturbant parce que tu te dis, il y a que Max qui arrive à la faire fonctionner, quoi. Exactement. C'est vraiment, et à ce niveau-là d'écart. Ouais, c'est ça. C'est pas, il n'y a pas 2-3 dixièmes. Tu vois. On parle d'une seconde régulièrement et qu'est-ce que tu veux, une seconde. C'est pour ça que Lawson, j'avais du mal moi à trop être, définitif ou quoi, parce que c'est vrai que le mec il avait jamais roulé en Australie, roulé une fois à Shanghai, tu laisses ces 2 grands prix là et après tu le sors. Ouais, c'était un cadeau empoisonné, ça c'est sûr. Hein. Je pense qu'ils avaient pas. Je sais pas s'ils avaient vraiment envie de le mettre, mais en tout cas, bon là, tu vois, chez V-Carb, il est pas au niveau de. Ouais, mais tu vois, je me dis, non, c'est sûr, Isaac est mieux, mais tu vois, je me dis pour la confiance qu'il a vécue. Ah oui, non, ça doit être dur à revenir. Ouais, de toute façon, Après, je pense que. Honnêtement, à sa place, je serais déjà, tu vois, content d'être toujours là. Ouais, d'être toujours là. Tu vois ce que il a eu ses opportunités et non, c'est sûr. Mais bon, après, c'est sûr que c'est pas simple. Hein. Tu te fais virer au bout de 2 Grands Prix et puis c'est une spirale négative. En plus, c'est le même giron, donc tu vois, il va pas juste dans une autre équipe. Il reste chez Red Bull, donc il est toujours surveillé par les mêmes personnes. Il parle toujours aux mêmes personnes et bon c'est compliqué de remonter quoi. Mais c'est sûr que lui il l'aime bien. Bien sûr. Sinon il aurait bougé. C'est sûr. Qu'est-ce que je voulais te demander, est-ce que tu as d'autres passions? Mes passions tournent autour du sport, on va dire en général. J'adore tous les sports. Globalement, basket, foot, tennis, sport de combat. Moto. Mais moto, c'est naturel. Je dis, c'est sport automoto, tu vois. Et j'adore la moto. Moto GP, honnêtement, c'est incroyable. J'adore ça. Je regarde toutes les courses, quasiment toutes les courses. Et je soutiens les 2 pilotes français, tu vois. La plupart du temps, je connais bien Fabio quand même, qui est de ma région. Il est de Nice, donc on s'est déjà croisé plusieurs fois au coiffeur notamment. On a le même coiffeur, donc qu'est-ce qu'il a de si spécial ce coiffeur? C'est comme ça. En plus, on avait pris la même au même moment, même heure et tout. On s'était croisé là-bas, je me rappelle. Mais j'adore. Moto, très impressionnant. T'as déjà testé ou pas? Jamais. C'est vrai? Jamais, je sais pas si j'ai. Je comprends. J'avoue, je sais pas. Un vrai. Je saurais pas. Enfin, je sais pas si ça va faire peur. C'est des barjots. Ouais, c'est des fous. C'est des barjots. Après, c'est beau. Après, eux, ils se disent aussi, on est des fous dans le sens où ça va tellement plus vite dans les virages une F1 et tu vois, c'est impressionnant. Mais mais ils ont pas de protection. C'est ça. Ils ont quand même pas de protection. Tu vois Marquez, mais qui tombe, il revient, il tombe. Marquez, ce qui m'impressionne. C'est notamment sur les réseaux sociaux, tu vois, sur Instagram, je regarde un peu ses photos et tout. Et parfois, il met des photos de lui à la piscine ou quoi, mais il a des cicatrices énormes. Et je me dis, en fait, c'est gladiateur. C'est ça. Il a vraiment dédié sa vie à 100% à ça. Et il va un peu malheureusement, tu vois, le payer quand il va vieillir, parce que physiquement, il a été opéré, je sais pas combien de fois. Très traumatisant. Je me souviens, sa chute, c'était en 2021, je crois. Au début, quand il fait sa chute où il se pète le bras. Et il essaie de revenir juste après. C'est ça. Malade le gars. C'est un fou, mais bon, c'est ça la moto, tu vois. Ils ont des docteurs spéciaux. Attends, on les a pas en F1, mais c'est fou. C'est des docteurs très très spéciaux. Mais justement, c'est beau parce qu'ils arrivent à piloter sous blessure. Bon, après, c'est très dangereux. C'est notre mentalité en fait. C'est complètement différent. J'avoue que j'ai beaucoup de respect. Moi aussi. J'avoue que j'ai beaucoup de respect parce que j'aime ça. De voir. Des sportifs comme ça, en plus c'est vraiment des très très gros sportifs quoi. Tout donner et piloter blessé, prendre des risques comme ça, c'est beau. Tu penses que tu aurais fait quoi si tu n'avais pas été pilote? C'est une bonne question. Mais je pense que j'aurais fait un truc soit un autre sport,
Ouais. soit travailler dans le sport, soit, je sais pas, mais ouais, je dirais. Alors moi, j'adore le basket, vraiment, j'adore le basket. Ouais, t'es grand en plus. Ça va, tu vois. T'es pas grand pour le basket. Ouais, c'est ça le problème, c'est que je fais 1m90, donc 1m90. Ça passe, on va dire, je suis un petit du basket, mais Terrible de se dire ça quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Non, mais je suis trop grand quasiment trop grand pour le sport auto et juste assez pour le basket. Donc j'aurais dit basket, tu vois. Après, je suis pas bon, mais j'aurais travaillé ça depuis très jeune. Tu aurais eu le temps de devenir bon. Exactement. Ouais. Justement, par rapport à ça, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire ou t'as des inspirations en dehors du sport automobile? Ouais, j'ai beaucoup d'inspiration. En dehors du sport automobile, c'est tous les plus grands sportifs, hein, franchement. Que du sport du coup? Ouais, globalement oui, parce que c'est vrai, enfin, j'adore ça, et tu vois, même à la télé ou quoi, je regarde tout le temps du sport, je regarde très peu, allez, de temps en temps les informations, tu vois, mais sinon je regarde tout le temps du sport. Je mets que ça soit du foot, bon, moi, tennis, non? Tennis là en ce moment, ouais, Roland Garros, ouais. j'adore. Je regarde. Enfin, moi, mon tournoi préféré, c'est Wimbledon. J'adore Wimbledon. Il y a un truc avec Wimbledon, il y a une énergie. J'adore. Ouais. Et en plus, ça tombait souvent pendant la course de Silverstone. Oui. Et donc, moi, je me souviens, en F2, j'avais souvent un camping-car. Et on mangeait le soir dans le camping-car devant Wimbledon. Donc, l'ambiance cool, j'adore. Et puis ouais, je regarde toujours le sport à la télé. Tu vois, mes inspirations, c'est tous les plus grands sportifs, hein, que ce soit footballeurs, Messi, Ronaldo, même en tant que Français, j'aime bien Kylian Mbappé, les basketteurs, Curry, LeBron James, les boxeurs aussi, j'aime bien les boxeurs, notamment pour la préparation physique, Ouais. parce qu'ils donnent vraiment tout à 100%. Ils ont des inspirations de fou pour la préparation physique. En même temps, parfois ils doivent perdre 10 kilos en 2 semaines, tu vois, donc c'est fou. C'est vrai. Mais ouais, vraiment ça tourne autour du sport, quoi. J'adore ça. T'étais content que le PSG gagne ou pas? En vrai, tu vois, je suis le seul, je pense que je suis le seul Marseillais qui non, j'étais pas le seul, j'en ai entendu. Non, j'étais deg, mais en fait je me dis au final, vu à quel point ils étaient forts, faut le dire, hein, c'était la meilleure équipe, hein, de toute l'année. Moi, je les voyais gagner, honnêtement. Depuis très longtemps, je les voyais gagner. Je disais à mon père, à ma soeur, tu vois, ils étaient dans le déni. Je leur disais, ils vont gagner, c'est sûr. On est fini là, on est fini, Marseille. Et ils étaient dans le déni. Ils disaient non, on est pour l'Inter, et tout. Je dis bah les gars, là, c'est sûr. Mais non, après ouais, même pour le sport français et tout, quand même, c'est cool. Le fait de gagner la Coupe d'Europe, ça fait parler de la France à l'international. C'est quand même important, quoi. Je veux dire, j'étais content que Marseille soit la seule équipe, mais j'aurais bien aimé qu'on soit la seule équipe, peut-être avec 5 Ligues des Champions, tu vois, pas seulement une. Jamais les premiers après. Jamais les premiers, ça reste. Ça c'est une excuse. L'excuse, elle tient pas trop, tu vois. Allez, là. C'est pour se rassurer. Ah, non, je suis pas pour Paris, moi. Non, Je suis pas pour Paris. Non, moi je suis Toulouse, tu vois. Donc, Toulouse. Voilà, je suis Toulouse, donc je suis pas pour Paris, mais je t'avoue. T'es plus rugby ou Non, je suis plus foot que rugby, mais je t'avoue que j'étais pas pour Paris. Mais j'étais pas contre Paris parce qu'en fait, comme tu dis, ils jouaient tellement bien et puis 5-0 en finale, tu peux pas. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu vas dire? Non, mais moi, tu vois ce que je veux dire? Moi, de toute façon, on peut rien dire en fait. Moi, j'aurais dit, il y a beaucoup de Parisiens pro PSG dans l'équipe Peugeot notamment. J'étais au simulateur lundi et ils m'ont attendu. Hein. J'ai passé la porte vraiment. Je dis ça commence. C'est de bonne guerre après. J'ai dit c'est de bonne guerre, mais moi ça change pas. Tu vois, le fait que je sois pour Marseille, je suis du sud de la France et j'ai toujours aimé aller au stade et tout. À Marseille, il y a une ambiance folle, donc c'est top. Ouais, d'ailleurs, là, je viens de réaliser que je vais me faire insulter par les Marseillais. On dit jamais les premiers, c'est une excuse. Excusez-moi, les gars, vraiment désolé. Hein, mais j'aime l'OM, mais bon. Voilà, cette fois, c'était pour Paris, je pense. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Dernière question. Avant-dernière question, c'est quoi ton plan là? Mon plan? C'est une bonne question, ça. Non, moi, en fait, c'est tellement passé de choses folles. C'est quasiment 2 dernières années dans ma carrière que j'essaye de vivre vraiment l'instant présent, de tout donner, vraiment de chaque course que je dois faire, tu vois, de faire du mieux possible de mon côté. Et puis je sais que ça va m'ouvrir des opportunités. Voilà, maintenant, je suis très content d'être avec Peugeot déjà. C'est un projet où je vois sur le long terme, donc c'est déjà ça. Maintenant on verra les opportunités qui peuvent se présenter à moi. Je reste jeune, c'est vrai que je pense
enfin j'espère que les gens l'ont pas oublié, que les équipes l'ont pas oublié, que ce soit de Formule E, IndyCar, Hypercar, F1 même. Ils n'ont pas oublié que j'ai que 21 ans et que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire encore. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup? On peut me souhaiter de gagner un maximum de courses, peu importe les courses. Le Mans, je suis très heureux. Un Grand Prix de F1, ce serait exceptionnel. Une course IndyCar, je serais le plus heureux. Tout. Franchement, il y a tellement de courses à gagner. J'espère avoir une longue carrière et gagner beaucoup de courses. Eh ben, on te souhaite ça. Merci beaucoup, Théo. Merci.